Peut-être te sentirais-tu mieux en mangeant à l'étage, a dit ma sœur avec désinvolture alors que j'essayais de tirer une chaise à la table à manger. J'avais passé toute la matinée à préparer ce festin monumental dans la maison même que j'avais construite de toutes pièces, de mes propres mains. Mais elle m'a regardé et a agi comme si j'étais le personnel engagé qui avait trop tardé à partir. Je n'ai pas pleuré et je ne me suis pas enfui comme je le faisais quand nous étions enfants. Au lieu de cela, je me suis redressé, j'ai marché droit vers le bout de la table, et j'ai fait quelque chose qui a fait tomber toute la pièce dans un silence complet. Je m'appelle Maya et j'ai 32 ans. Je n'aurais jamais pensé que la fête de l'Action de grâce serait le jour où je brûlerais enfin les ponts avec ma famille, mais avec le recul, c'était inévitable depuis longtemps. Si vous avez déjà été le mouton noir de votre famille et que vous avez dû vous battre pour chaque once de respect que vous méritez, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne pour entendre comment j'ai renversé la vapeur contre les personnes même qui ont essayé de m'enterrer dans ma propre maison. En grandissant dans notre foyer, j'ai appris très tôt que l'amour était conditionnel. Ma mère, Brenda, veillait à cela. Ma sœur aînée, Chloé, était toujours l'enfant doré. Elle avait la peau plus claire, les boucles plus souples et le genre de traits délicats que ma mère vénérait pratiquement. J'étais le contraire. J'étais plus sombre, plus bruyante, plus têtue et farouchement indépendante. Alors que Chloé recevait des cartes de crédit et était louée simplement pour son existence, on me disait de travailler 2 fois plus dur juste pour être remarqué. J'ai financé mes études moi-même, puis je me suis frayé un chemin jusqu'au sommet de l'échelle corporative dans le monde de l'investissement. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Maya, la difficile. Celle qu'ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour résoudre un problème ou organiser une fête. Cette année, j'ai accepté d'organiser la fête de l'Action de grâce dans mon nouvel appartement à Buckhead. C'est une magnifique maison moderne de 6 chambres avec une cuisine de chef immense et une salle à manger conçue pour recevoir. Je pensais que peut-être cette fois, les choses seraient différentes. Je pensais que peut-être ils verraient la vie magnifique que j'avais créée et m'offriraient enfin un mot sincère de fierté. J'ai passé 2 jours à préparer le menu. J'ai fait rôtir la dinde lentement. J'ai perfectionné les macaronis au fromage. J'ai fait mijoter les feuilles de chou vert exactement comme ma grand-mère me l'avait appris. J'ai même acheté les verres en cristal coûteux et les serviettes en lin épais pour donner à la table l'aspect d'un magazine. Je voulais que tout soit impeccable. Les micro-agressions ont commencé dès l'ouverture de la porte d'entrée. Tante Shirley a été la première à arriver. Elle n'a pas dit bonjour et n'a pas proposé d'étreinte. Au lieu de cela, elle a marché droit dans le vestibule, a levé les yeux vers le lustre personnalisé et a demandé combien de dettes j'avais dû contracter pour me permettre un tel luminaire. Ma mère, Brenda, est entrée juste derrière elle en portant une tarte achetée en magasin. Elle m'a à peine regardé avant de scanner le salon et de demander à quelle heure Chloé arrivait. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas fait de compliments sur la maison. Sa seule préoccupation était de savoir si son enfant doré aurait un endroit confortable pour s'asseoir. Quand Chloé est finalement arrivée, elle avait 1 heure de retard. Elle est entrée en portant un manteau de marque qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre avec son salaire, avec son mari, Bradley, traînant derrière elle. Bradley est un homme blanc qui occupe un emploi de niveau intermédiaire dans la finance, mais qui agit comme s'il possédait Wall Street. Il m'a toujours traité avec ce mélange insupportable de condescendance et de fausse familiarité. Il est entré dans ma cuisine, a attrapé un morceau de céleri sur la planche à découper et a dit « Quoi de neuf, la famille ?» d'une voix qui m'a fait frissonner. Chloé n'a même pas proposé d'aider en cuisine. Elle s'est juste versé un verre de mon vin rouge le plus cher et s'est assise sur le canapé en se plaignant du trafic des vacances. J'ai ravalé ma fierté et continué à travailler. Je me suis dit que je faisais cela pour le bien de l'unité familiale. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai pratiquement couru un marathon dans cette cuisine, m'assurant que la sauce était chaude, que les petits pains étaient parfaitement dorés et que les verres étaient remplis. Quand il a enfin été temps de manger, j'ai transporté avec précaution l'immense dinde sur un plateau en argent dans la salle à manger. La table était magnifique. Les bougies étaient allumées, la nourriture fumait et la famille trouvait déjà ses places. J'ai posé la dinde juste au centre de la table. Ressentant un bref instant de fierté sincère, je me suis essuyé les mains sur mon tablier, je l'ai enlevé et je me suis dirigé vers la seule chaise vide restante près du milieu de la table. J'étais épuisé, mais j'étais prête à m'asseoir enfin et à profiter du repas que j'avais tant travaillé à fournir. J'ai tendu la main pour reculer la chaise.
C'est à ce moment-là que Chloé a arrêté de couper son beurre, a levé les yeux vers moi et a prononcé la phrase qui a tout changé. « Peut-être te sentirais-tu mieux en mangeant à l'étage » a-t-elle dit. Sa voix était totalement décontractée, comme si elle suggérait une marque différente d'eau pétillante. Il y a un joli petit coin salon là-haut. Nous sommes juste un peu à l'étroit ici, et tu sais comment mon anxiété réagit quand je me sens à l'étroit. De plus, nous avons des affaires de famille importantes à discuter. Je me suis figé. Ma main agrippait toujours le dossier de la chaise en bois. J'ai regardé autour de la table, attendant que quelqu'un intervienne, attendant que quelqu'un dise à Chloé qu'elle était ridicule, que c'était ma maison et mon dîner. J'ai regardé tante Shirley. Elle a soudainement trouvé sa serviette incroyablement intéressante, évitant activement mon regard. J'ai regardé ma mère. Brenda versait soigneusement de la sauce au canneberge sur son assiette, agissant comme si elle n'avait pas entendu un seul mot. Le silence dans la salle à manger était assourdissant. Ce n'était pas seulement que Chloé m'avait insulté. C'était le fait que toute la famille était parfaitement disposée à la laisser faire. Ils étaient parfaitement disposés à me laisser leur servir un repas 5 étoiles, puis à me bannir dans ma propre chambre à l'étage comme un enfant désobéissant pour qu'ils puissent manger ma nourriture en paix. Puis Bradley a décidé d'empirer les choses. Il s'est adossé à sa chaise, a fait tournoyer son verre de vin et a offert un petit sourire condescendant. « Ouais, laisse les grandes personnes parler, Frangine », a-t-il dit avec fluidité. « Nous avons des choses financières à régler de toute façon. Cela pourrait te dépasser. » Une vague de colère brûlante a monté de la plante de mes pieds jusqu'à ma poitrine. Par le passé, c'était exactement le moment où je me serais effondré. J'aurais senti le picotement des larmes dans mes yeux. J'aurais laissé ma vision se brouiller, et je me serais tranquillement retiré dans la cuisine pour faire la vaisselle pendant qu'ils riaient et mangeaient. J'aurais accepté le rôle de paria parce que c'était le script qu'ils avaient écrit pour moi depuis le jour de ma naissance. Mais je n'étais plus une enfant. J'étais une femme de 32 ans qui dirigeait un fonds d'investissement de plusieurs millions de dollars. Je négociais avec des requins corporatifs impitoyables pour gagner ma vie. Je n'ai pas bâti un empire juste pour être brutalisé par une sœur médiocre et son mari arrogant dans ma propre salle à manger. La tristesse que je ressentais habituellement dans ces moments-là s'est complètement évaporée, et elle a été remplacée par une clarté froide et tranchante. J'ai réalisé à ce moment-là qu'on ne peut pas gagner le respect des gens qui sont déterminés à mal comprendre votre valeur. J'ai lâché la chaise. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas fait de caprice. J'ai simplement souri. C'était un sourire lent et terrifiant que je réservais habituellement aux réunions de conseil d'administration quand j'étais sur le point de conclure une OPA hostile. J'ai marché lentement devant Chloé, qui semblait soudainement un peu moins confiante. J'ai marché devant Bradley, qui a arrêté de faire tournoyer son vin. J'ai marché droit vers le bout de la table où ma mère avait posé son sac à main sur la chaise du chef de famille. J'ai pris son sac à main, je le lui ai tendu sans un mot et j'ai tiré l'immense fauteuil pour moi-même. Je me suis assise droit au bout de la table, m'adossant au cuir, et j'ai croisé les bras. Toute la pièce était morte de silence. Le cliquetis des couverts s'était complètement arrêté. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le plancher de bois franc. Tout le monde me regardait en état de choc absolu parce que le mouton noir n'avait jamais osé défier l'ordre naturel de la famille auparavant. J'ai regardé directement dans les yeux de Chloé et j'ai gardé ma voix dangereusement calme et égale. « Tu me dis d'aller à l'étage ?» ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. C'est une suggestion intéressante, Chloé, mais sais-tu que la boîte aux lettres à l'extérieur ne reçoit que mon nom? Le silence s'est étiré pendant exactement 3 secondes avant que ma mère ne frappe sa paume à plat contre la table en acajou. Les lourds verres à vin en cristal ont cliqueté contre le bois. « Comment oses-tu » a sifflé Brenda, sa voix vibrant d'un mélange toxique d'embarras et de rage absolue. « Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon ?» Ma mère s'est levée légèrement, se penchant au-dessus de la nourriture que j'avais passé des heures à préparer. Elle a pointé un doigt manucuré directement vers mon visage. « Tu as toujours été comme ça, Maya. Toujours si difficile, toujours si pleine de rancœur et de jalousie juste parce que Chloé a la vie que tu n'as jamais pu obtenir pour toi-même. Tu nous invites ici pour la fête de l'Action de grâce juste pour l'embarrasser devant son mari. » Je suis resté parfaitement immobile dans le fauteuil en cuir surdimensionné, posant mes mains sur la table. J'ai regardé de ma mère à Chloé, qui tamponnait maintenant les coins de ses yeux avec une serviette en lin, jouant à la perfection la victime impuissante. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois auparavant. En grandissant,
Brenda rendait douloureusement évident qui était la possession précieuse de la famille. Dans notre communauté, le colorisme est une maladie silencieuse qui pourrit les familles de l'intérieur, et ma mère était profondément infectée. Chloé est née avec une peau claire et des cheveux souples et ondulés. Elle était promenée dans les réunions de famille comme un trophée. C'était elle qui recevait les robes coûteuses, les leçons de piano et les doux reproches. Je suis né avec la peau foncée et des cheveux épais et étroitement bouclés. On m'a dit de rester à l'écart du soleil. On m'a dit que je devais être forte parce que je n'étais pas assez douce pour être prise en charge. Ma mère a projeté ses propres insécurités sur nous. Elle croyait que Chloé était destinée à la haute société tandis que j'étais destiné au travail acharné. C'est pourquoi, quand le moment est venu pour l'université, mes parents ont fièrement vidé leur compte d'épargne pour payer à Chloé un diplôme en communication qu'elle n'a jamais utilisé. Quand mon tour est venu, Brenda m'a assise à la table de la cuisine et m'a dit que je devais trouver une solution toute seule parce qu'il ne leur restait plus rien. Elle m'a dit que j'étais trop têtue et agressive de toute façon. Alors, j'ai pris des prêts étudiants écrasantes. J'ai cumulé 3 emplois tout en suivant une double charge de cours. J'ai bâti ma fondation avec les briques qu'il me jetait pendant que Chloé recevait les clés d'un royaume qu'elle n'avait pas gagné. Et la couronne ultime sur la tête de Chloé, selon ma mère, était Bradley. Brenda regardait Bradley comme s'il était un roi descendu des cieux pour bénir notre famille. Bradley était un homme blanc qui portait des costumes coûteux et jetait du jargon financier lors des barbecues de famille pour se donner de l'importance. Il se faisait appeler conseiller financier à Wall Street, mais quiconque avait de l'argent réel savait qu'il n'était qu'un vendeur glorifié poussant des fonds communs de placement médiocres à des clients de la classe moyenne. Mais pour Brenda, épouser un financier blanc était le sommet du succès. C'était la validation ultime pour son enfant doré. « Regarde ta sœur », a poursuivi Brenda, sa voix résonnant contre les hauts plafonds de ma salle à manger. Elle est gracieuse. C'est une épouse convenable. Elle a épousé un homme qui subvient réellement à ses besoins. Un homme qui comprend l'argent et le statut. Et toi, que fais-tu, Maya? Tu t'épuises au travail dans un emploi corporatif stressant, agissant comme si tu n'avais besoin de personne. Tu repousses les gens avec ton attitude amère. Tu penses que juste parce que tu sais cuisiner une dinde et acheter quelques beaux meubles, tu es soudainement la matriarche de cette famille. Tu ne le es pas, Bradley a gonflé la poitrine, s'adossant à sa chaise. Il a tendu la main et a tapoté l'épaule de Chloé, jouant le rôle du fournisseur protecteur. Tout va bien, Brenda, a-t-il dit, en utilisant sa voix calme et condescendante. Maya a toujours eu une dent contre nous. Nous essayons d'être solidaires, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui refuse de jouer le jeu d'équipe. Nous essayons juste de passer de bonnes vacances en famille, et elle doit transformer cela en lutte de pouvoir. J'ai senti un rire froid monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Une lutte de pouvoir. C'était ce qu'ils appelaient cela quand une femme refusait simplement d'être un paillasson. Puis le reste du cœur s'est joint à la fête. Tante Shirley a secoué la tête, faisant claquer sa langue en signe de désapprobation. Seigneur, aie pitié, a-t-elle murmuré. Une femme ne devrait pas être aussi agressive. Cela fait fuir les bénédictions. Mais c'est tante Valérie qui a vraiment porté le coup de grâce. Tante Valérie était la sœur aînée de Brenda, et elle avait toujours partagé exactement la même vision du monde tordu. Elle s'est essuyé la bouche avec soin, a posé sa fourchette et m'a regardé avec un pur dédain. Tu dois faire preuve d'humilité en ce moment même, jeune fille, a dit tante Valérie, plissant les yeux. Tu t'assois là-haut au bout de la table, agissant comme si tu étais la reine du château. Tu penses que tu peux rabaisser ta sœur et son mari parce que tu as ton nom sur une boîte aux lettres. Vous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, vous gagnez un peu d'argent et soudainement vous oubliez qui vous a mise là. Vous oubliez qui détient réellement le pouvoir. J'ai incliné légèrement la tête, gardant mon visage complètement neutre. Qui m'a mise ici, tante Valérie? S'il te plaît, dis-le-moi. Tante Valérie a ricané, croisant les bras sur sa poitrine. Ne fais pas l'idiote avec moi, Maya. Nous connaissons tous la vérité sur cette maison luxueuse qui est la tienne. Tu penses que tu nous trompes avec ce numéro de femme patronne indépendante? Tu penses que nous ne savons pas que tu ne pourrais jamais te permettre un quartier comme celui-ci par toi-même? Chloé a soudainement levé les yeux, ses fausses larmes disparaissant instantanément. Elle a jeté un regard nerveux à Bradley, mais tante Valérie était déjà lancée et ne pouvait être arrêtée. Tu devrais remercier cet homme assis juste là, a continué tante Valérie, pointant un doigt rigide vers Bradley.
Au lieu de le traiter comme un invité indésirable, tu devrais lui servir son assiette en premier. Cette maison n'existe que parce que Bradley a signé avec toi. Il a mis son bon nom et son crédit en jeu pour que tu puisses jouer à faire semblant dans un manoir. Ne sois pas si arrogante, fille. La salle à manger est retombée dans un silence lourd et étouffant. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Tante Shirley a murmuré un amen sous son souffle. Ils étaient tous assis là à me regarder avec un mépris absolu, croyant pleinement au récit selon lequel le beau-frère blanc Prosper était gracieusement intervenu pour sauver la sœur à la peau sombre en difficulté d'une vie de médiocrité. J'ai lentement détourné mon regard de tante Valérie et ai croisé les yeux de Bradley. Son visage avait soudainement perdu une fraction de sa couleur. Il a bougé inconfortablement sur son siège, sa main quittant l'épaule de Chloé. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table et entrelaçant mes doigts. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste regardé Bradley et j'ai laissé un sourire tranchant comme un rasoir s'étendre lentement sur mon visage. Signez avec moi, ai-je dit, répétant les mots doucement comme si je les goûtais pour la toute première fois. Bradley a soupiré lourdement et a déboutonné sa veste de costume comme s'il se préparait à livrer une présentation difficile à une salle pleine d'enfants lents. Il a repoussé sa chaise et s'est levé. Il dominait la table, tentant de jeter une ombre d'autorité sur moi. Il a fouillé dans sa poche intérieure de poitrine et a sorti un morceau de papier soigneusement plié. Il l'a claqué sur la table à côté de mon plateau de dinde. Oui, Maya a signé avec moi, a-t-il dit, en utilisant ce même ton condescendant. Ne joue pas à des jeux. Nous savons tous que tu n'avais pas le capital ou l'historique de crédit pour garantir un prêt hypothécaire sur une propriété de 3 millions de dollars à Buckhead. J'ai mis mon nom et ma situation financière stellaire en jeu pour que cela se produise pour toi parce que Chloé m'a supplié d'aider sa petite sœur, mais franchement, ma générosité a atteint ses limites. J'ai regardé le papier plié puis je l'ai regardé de nouveau. L'audace pure de cet homme, debout dans la salle à manger d'une maison que j'avais achetée entièrement comptant par le biais de ma propre fiducie privée, et prétendant qu'il détenait les clés de mon royaume, était à couper le souffle. Mais je l'ai laissé continuer. Je voulais qu'il creuse le trou si profond qu'il ne puisse jamais en sortir. Le marché a changé, a poursuivi Bradley, plaçant les deux mains à plat sur la table et se penchant vers moi. Mon cabinet de gestion de patrimoine traverse actuellement une phase d'expansion massive. Nous accueillons de nouveaux clients fortunés et restructurons notre portefeuille d'actifs. En raison de ces nouveaux vents contraires du marché, j'ai besoin de liquidités. Chloé et moi avons eu une discussion très longue et très sérieuse au sujet de nos investissements hier soir. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de garder notre capital immobilisé dans une propriété de vanité dans laquelle tu vis essentiellement gratuitement. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Brenda hochait lentement la tête, regardant Bradley avec une admiration absolue. Dans son esprit, il était l'homme d'affaires brillant prenant des décisions financières difficiles mais nécessaires. Elle ne se souciait même pas qu'il parlait de mettre sa propre fille à la porte de chez elle le jour de la fête de l'Action de grâce. Tante Valérie rayonnait pratiquement, savourant chaque seconde de ma supposée chute. Alors, que dis-tu exactement, Bradley, ai-je demandé, en gardant ma voix dangereusement calme. Je dis que nous liquidons l'actif, a-t-il déclaré fermement. Nous vendons la maison, Maya. Nous avons déjà signé un accord avec un agent immobilier de premier plan dans la ville. Elle vient mardi prochain pour prendre les photos de l'inscription et mettre le panneau dans la cour. Le marché dans ce quartier est incroyablement chaud en ce moment et nous attendons un acheteur en liquide dans la semaine. Il a fait une pause pour laisser le poids de ses mots s'imprégner. Il voulait voir la panique dans mes yeux. Il voulait que je supplie parce que nous sommes de la famille. Je te donne un délai de grâce, a ajouté Bradley, gonflant sa poitrine. Par la loi, je n'ai vraiment qu'à te donner un préavis standard, mais je te donne 30 jours. Tu as exactement un mois pour emballer tes affaires, engager des déménageurs et quitter les lieux. Après cela, les serrures seront changées. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation centrale. J'ai regardé les visages des membres de ma famille. Pas une seule personne ne s'est opposée. Pas une seule personne ne lui a demandé de reconsidérer la chose. Mon oncle George fixait son assiette. Tante Shirley a pris une gorgée d'eau. Ils étaient tous parfaitement à l'aise à l'idée de me voir être jeté à la rue, tant que cela signifiait que Chloé et son mari blanc pouvaient rester au sommet. Ensuite, Chloé a décidé que c'était à son tour de jouer la comédie.
Elle a poussé un soupir doux et compatissant et a tendu la main par-dessus la table pour toucher doucement mon bras. J'ai lentement retiré mon bras de ses doigts manucurés. Ne sois pas si dévastée, Maya, a dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse pitié. Nous ne sommes pas des monstres. Nous n'allons pas te laisser en plan dans la rue. Je sais à quel point tu as essayé de sauver les apparences, et je sais que les choses doivent être serrées pour toi financièrement avec tout l'entretien que cette grande maison exige. C'est honnêtement trop de maison pour une femme seule de toute façon. Elle a fouillé dans son sac à main de créateur et a sorti un chéquier relié en cuir. Elle a fait claquer son stylo coûteux et m'a regardé avec un sourire tragique. J'ai parlé à Bradley et nous avons convenu de te donner une petite longueur d'avance, a déclaré Chloé avec assurance. Je vais t'écrire un chèque tout de suite pour $2000. C'est un cadeau, Maya. Tu n'as même pas besoin de nous rembourser. Cela devrait être largement suffisant pour couvrir le premier mois de loyer et un dépôt de garantie pour un joli petit appartement d'une chambre plus près de l'autoroute. Ce sera tellement plus facile pour toi à nettoyer, et tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Elle a commencé à rédiger le chèque sur la table de la salle à manger, faisant tout un numéro pour le déchirer soigneusement le long du bord perforé. Elle me l'a tendu, faisant voltiger le morceau de papier dans l'air entre nous. Tiens, chérie, a dit Chloé. Un nouveau départ. J'ai fixé le chèque, $2000. Elle m'offrait $2000 pour abandonner un domaine de 3 millions de dollars que je possédais entièrement et sans dette. Elle croyait sincèrement qu'elle livrait une performance magistrale de grâce et de charité. Bradley se tenait à côté d'elle, l'air d'un roi fier qui venait d'épargner la vie d'un paysan. Pendant un moment, je n'ai rien fait. J'ai juste laissé l'absurdité absolue de la situation m'envahir. Le manque de respect était si profond, si méticuleusement élaboré qu'il a en fait contourné ma colère et a touché une corde de pure comédie. Un petit rire a échappé à mes lèvres. J'ai essayé de le supprimer en serrant les lèvres, mais l'image de Bradley gagnant $80 000 par an en prétendant qu'il avait acheté mon manoir était tout simplement trop forte. Le petit rire s'est transformé en grand éclat de rire. Je me suis appuyé contre la chaise de maître, j'ai rejeté la tête en arrière et j'ai commencé à rire aux éclats. Ce n'était pas un rire hystérique ou un gloussement nerveux. C'était un rire profond, à pleine gorge, qui résonnait contre les moulures personnalisées et le lustre importé. C'était le rire d'une femme qui venait de réaliser qu'elle tenait les 4 à pendant que les personnes de l'autre côté de la table bluffaient avec une paire de 2. Mon rire a complètement brisé la tension qu'ils avaient travaillé si dur à créer. Chloé a retiré le chèque, son visage se tordant en une grimace. Bradley s'est redressé, son visage virant au rouge vif de colère. « Qu'est-ce qui est si drôle, Maya ?» a exigé Bradley, sa voix perdant son ton corporatif lisse. « Fais-tu une dépression nerveuse ? Parce que je t'assure, un avis d'expulsion n'est pas une blague. » J'ai essuyé une larme d'amusement pure du coin de l'œil et j'ai pris une profonde inspiration pour me stabiliser. « Oh, Bradley, ai-je dit en secouant la tête. Tu n'as aucune idée à quel point c'est drôle. 30 jours. Tu me donnes 30 jours pour déménager de ma propre maison. » Ma mère a frappé de nouveau sa main sur la table. « Arrête ces bêtises tout de suite, Maya, a lancé Brenda. Ton beau-frère essaie de t'aider et tu es assise là à rire comme une folle. Tu devrais être à genoux pour les remercier pour ce chèque. Tu as toujours été ingrate, mais c'est un nouveau bas niveau même pour toi. » J'ai arrêté de rire. Mon visage est devenu complètement froid et la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai regardé directement dans les yeux de ma mère. « Je ne déménage nulle part, Brenda, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure bas et mortel. Et je ne prends certainement pas la charité d'un homme qui n'a même pas les moyens de rembourser sa propre carte de crédit d'entreprise. » Bradley s'est avancé, les poings serrés sur les côtés. « Ça suffit, a-t-il aboyé. J'ai essayé d'être gentil. J'ai essayé de faire cela de manière civile, mais puisque tu veux agir comme une folle, je vais appeler la police et te faire escorter hors de la propriété dès maintenant pour intrusion. » J'ai souri. « Tu veux parler d'intrusion, Bradley ? Parlons-en. » Je n'ai pas tendu la main vers le chèque de $2000. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans la poche de mon pantalon et j'ai sorti mon smartphone. Chloé m'a regardé avec mépris, en croisant les bras. « Qu'est-ce que tu vas faire, Maya ?» s'est-elle moquée. « Appeler tes petits amis de l'entreprise pour venir te sauver ? Appeler un avocat ? Bradley a tous les documents. Tu n'as rien.
Je n'ai pas pris la peine de la regarder. J'ai déverrouillé mon écran et ouvert l'application de maison intelligente qui contrôlait chaque appareil électronique, caméra de sécurité et système audio de la propriété. J'ai appuyé sur l'icône du système de son surround de la salle à manger et j'ai monté le volume au maximum. Avant même que mon pouce ne puisse appuyer sur le bouton de lecture de mon écran, Chloé a frappé sa main sur la table. Elle ne pouvait pas supporter le fait que je ne sois pas en train de trembler. Elle ne pouvait pas gérer le changement dans l'énergie de la pièce. Si elle ne pouvait pas me briser avec la menace d'expulsion, elle allait utiliser la seule arme qui, selon elle, me frapperait en plein cœur. « Range ton petit téléphone », Maya a claqué Chloé, sa voix aiguë et désespérée. Tu essaies toujours de dévier quand tu te fais prendre dans un mensonge. Mais puisque nous mettons toutes les cartes sur table aujourd'hui, nous pourrions aussi bien finir de faire le ménage. Elle a fouillé à nouveau dans son sac de créateur surdimensionné. Cette fois, elle n'a pas sorti de chéquier. Elle a sorti une enveloppe épaisse de couleur crème avec un sceau légal estampillé au dos. Elle l'a jetée sur le centre de la table de la salle à manger, juste à côté de la dinde que j'avais passé toute la matinée à rôtir. Elle a atterri avec un bruit sourd et définitif. Mes yeux ont immédiatement reconnu l'emblème du cabinet d'avocat de mon défunt père. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac, mais j'ai gardé mon visage totalement impassible. Mon père est décédé il y a 8 mois après une longue et épuisante bataille contre le cancer du pancréas. Il était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais vu tel que j'étais vraiment. Il avait l'habitude de se faufiler sur le porche quand j'étudiais tard le soir et de me laisser une tasse de thé chaud. C'était lui qui célébrait discrètement mes admissions à l'université quand ma mère était trop occupée à planifier les voyages d'anniversaire de Chloé. Le perdre a brisé un morceau de mon cœur que j'essayais encore de recoller. Quand il est mort, il a laissé derrière lui un domaine modeste. Ce n'était rien d'extravagant, juste une police d'assurance vie, un petit compte d'épargne et la voiture classique vintage restaurée qu'il aimait plus que tout. Dans son testament original, il avait tout divisé équitablement entre Chloé et moi. Ce n'était pas une question d'argent pour moi. C'était le fait que dans ces derniers instants, il s'était assuré de montrer qu'il nous aimait également. Mais l'égalité n'a jamais été suffisante pour l'enfant doré. Chloé a tapoté son ongle parfaitement manucuré contre l'enveloppe épaisse. Tu te crois si intelligente, Maya. Tu penses pouvoir t'asseoir là-haut et manquer de respect à mon mari. Mais tu oublies qui est réellement aux commandes de cette famille maintenant. Bradley a croisé les bras et a offert un sourire suffisant et pincé. Vas-y, chérie, l'a-t-il encouragé. Lis-le-lui. Chloé a sorti le document de l'enveloppe et s'est raclé la gorge, lissant le papier épais sur la table. Ceci est le testament révisé de papa, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans la salle à manger silencieuse. Il a fait rédiger cela par son avocat au cours de ces dernières semaines à l'hôpital. J'ai été officiellement nommée seule exécutrice de tout son domaine. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants d'une pure malveillance. Par conséquent, il a laissé 100% de son domaine, y compris l'épargne, l'assurance vie et la voiture vintage, entièrement à moi. Un souffle collectif a parcouru la pièce, mais ce n'était pas un souffle d'horreur. C'était un souffle de validation collective. Ma tante Shirley a hoché la tête lentement comme si elle absorbait une écriture du pasteur. Tante Valérie a laissé échapper un bourdonnement fort et satisfait. Eh bien, cela a tout son sens, a ajouté tante Valérie, en joignant ses mains sur ses genoux. Ton père était un homme intelligent. Il savait que Chloé avait un foyer stable avec un conseiller financier pour mari. Il savait que l'argent serait en sécurité avec eux. Il savait probablement que tu le gaspillerais simplement en vêtements de créateur ou en investissements insensés en essayant de prétendre que tu es riche. Ma mère, Brenda, ne m'a même pas regardé. Elle a juste fixé son assiette et a soupiré profondément. C'est ce que ton père voulait, Maya. Il me l'a dit lui-même à l'hôpital. Il a dit qu'il était inquiet au sujet de ta nature agressive et de ton incapacité à garder un homme. Il savait que Chloé et Bradley utiliseraient l'argent pour bâtir un héritage pour la famille. Tu dois respecter ses dernières volontés et arrêter de rendre cela si difficile. Je suis resté parfaitement immobile, regardant les visages des personnes qui partageaient mon sang. Le niveau pur de leur cupidité était presque majestueux. Il ne leur suffisait pas de m'humilier. Il ne leur suffisait pas d'essayer de me jeter hors de ma propre maison lors de la fête de l'Action de grâce. Ils voulaient supprimer le tout dernier lien que j'avais avec le seul parent qui m'ait jamais aimé. Ils voulaient effacer l'amour de mon père pour moi et le remplacer par leur propre récit tordu de mon indignité.
Chloé a fait glisser le document sur la table en acajou poli vers moi. Vois par toi-même, a-t-elle dit, s'appuyant en arrière dans sa chaise avec un air de triomphe absolu. Il y a sa signature. Il y a le sceau du notaire. C'est en béton. Nous transférons les fonds vers le compte de gestion de patrimoine de Bradley la semaine prochaine. Je n'ai pas tendu la main vers le papier immédiatement. J'ai pris mon temps. J'ai lentement ramassé mon verre à vin, pris une gorgée calme et mesurée de mon cabernet, et doucement replacé le verre sur le dessous de verre. Ensuite, j'ai tendu la main et tiré le papier épais de couleur crème vers moi. La pièce m'a observé dans un silence total, attendant l'effondrement. Ils attendaient que je crie. Ils attendaient que je pleure et que je supplie pour ma part de l'argent. Ils voulaient un spectacle. J'ai regardé le document. Il semblait incroyablement officiel. Le jargon juridique était dense et intimidant, mais mes yeux ne se souciaient pas du jargon juridique. J'étais une avocate d'entreprise qui traitait quotidiennement des prises de contrôle hostiles et des structures de fiducie complexes. Je lisais les contrats comme les gens normaux lisent le journal du matin. J'ai sauté directement le texte standard et j'ai regardé directement le bas de la dernière page. C'était là, la signature de mon père. Elle semblait tremblante et inégale, mais c'était définitivement son écriture. Juste à côté se trouvait le tampon bleu vif d'un notaire public et la date à laquelle le document était supposé avoir été exécuté. J'ai ressenti cette même clarté froide et nette m'envahir à nouveau. C'était le sentiment de regarder un piège se refermer, non pas sur moi, mais sur les personnes même qui l'avaient installé. J'ai laissé mes yeux suivre la date écrite à l'encre noire épaisse. J'ai suivi l'heure enregistrée à côté du sceau notarial. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement incliné la tête lentement, levant mon regard du papier pour rencontrer le regard triomphant de Chloé. J'ai laissé un sourire lent et sombre se répandre sur mon visage. C'est un document fascinant, Chloé, ai-je dit, ma voix douce, mais portant le poids d'une arme chargée. Un morceau de paperasse vraiment incroyable. Le sourire de Chloé a vacillé pendant une fraction de seconde. Elle n'aimait pas mon ton. Elle n'aimait pas que je sois en train de sourire. Qu'est-ce que ça veut dire ? A-t-elle lancé sur la défensive. C'est un document légal. Cela signifie que tu n'obtiens rien. J'ai posé mes avant-bras sur la table, en joignant mes mains. J'ai regardé Bradley, qui m'observait soudain avec l'expression intense et lasse d'un animal qui vient de réaliser qu'il a marché dans un piège. Ensuite, j'ai regardé ma sœur. Tu as fait signer cela à papa le 14 août, n'est-ce pas, ai-je demandé, en gardant ma voix parfaitement stable. À 3 heures de l'après-midi, Chloé a cligné des yeux, son expression vacillant momentanément avant qu'elle ne réarrange rapidement ses traits en un masque d'agacement arrogant. Oui, a-t-elle lancé, en croisant les bras sur sa poitrine. C'était le jour où il l'a signé. Le notaire était juste là dans la chambre d'hôpital. Quelle importance à l'heure exacte, Maya ? C'est important à cause du programme de médication, ai-je répondu calmement. Avant que Chloé ne puisse demander ce que je voulais dire, j'ai regardé mon téléphone. L'application Smart Home était toujours ouverte sur mon écran. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur le bouton de lecture du fichier audio que j'avais mis en file d'attente, et j'ai fait glisser le curseur de volume jusqu'au bout à droite. Le système de son surround sur mesure dans la salle à manger est à la pointe de la technologie. J'avais fait intégrer les haut-parleurs de manière transparente dans le plafond pour créer une expérience acoustique parfaitement équilibrée pour les dîners. Maintenant, ces mêmes haut-parleurs haut de gamme agissaient comme un système de sonorisation de salle d'audience, diffusant la destruction absolue des mensonges soigneusement construits de ma sœur. Un clic statique net a résonné d'en haut, suivi du bip rythmique distinct d'un moniteur cardiaque d'hôpital. Le son était si net et si immersif que pendant une fraction de seconde, on avait l'impression que nous avions tous été téléportés directement dans la chambre de soins palliatifs de mon père. Ensuite, les voix ont commencé. Est-il réveillé ? La voix de Bradley a flotté depuis le plafond. Il semblait impatient et anxieux. Non, il est complètement dans les vapes, a répondu la voix de Chloé, résonnant dans la salle à manger. L'infirmière est juste entrée il y a 10 minutes et a poussé une autre forte dose de morphine liquide dans son intraveineuse. Il ne sait même pas en quelle année nous sommes en ce moment. Autour de la table de la salle à manger, le silence s'est transformé en un vide étouffant. La mâchoire de tante Shirley s'est décrochée. Oncle George a complètement arrêté de mâcher son dîner. Même tante Valérie, qui était si impatiente de me voir remise à ma place,
a levé les yeux vers le plafond avec une expression soudaine d'horreur authentique. Bien. Alors faisons cela tout de suite avant que sa tête ne s'éclaircisse, a continué la voix de Bradley sur l'enregistrement. As-tu apporté les documents révisés de l'avocat? Oui, je les ai juste ici, a dit la voix de Chloé, suivie du bruit de papier froissé. Mais Bradley, ses mains tremblent trop. Il ne peut même pas tenir le stylo. Et si cela ne ressemble pas à sa signature normale? La banque va le signaler. Alors soutiens-le simplement par les épaules, a instruit Bradley, son ton devenant froid et autoritaire. Mets le stylo dans sa main droite. Je tiendrai le presse-papier stable, et tu guides simplement ses doigts. Assure-toi juste que les boucles se ressemblent suffisamment. Le notaire me doit une faveur. Elle ne va pas regarder de trop près la pression du trait. Si nous attendons jusqu'à demain, il pourrait demander à appeler Maya à nouveau. Nous ne pouvons pas le laisser parler à Maya. S'il lui parle, il lui laissera la moitié de l'argent, et nous avons besoin de ce flux de trésorerie pour l'entreprise. Donne-moi juste une seconde pour enrouler ses doigts autour du stylo, a chuchoté Chloé sur l'enregistrement. D'accord, papa. Papa, réveille-toi juste une seconde. J'ai juste besoin que tu signes ce papier de décharge. C'est juste pour l'hôpital. Papa, signe juste ici sur la ligne. L'enregistrement a capturé un gémissement bas et confus de mon père. C'était un son de pure vulnérabilité et de douleur. L'entendre à nouveau a envoyé un pic aigu de chagrin directement à travers mes côtes, mais j'ai gardé ma posture rigide et mon visage complètement dépourvu d'émotion. J'ai regardé ma famille écouter leur précieux enfant doré commettre un crime grave de maltraitance envers les personnes âgées et de fraude documentaire. Voilà, a soupiré la voix de Chloé avec un profond soulagement sur la piste audio. C'est fait. Je suis la seule exécutrice. Maya n'obtient absolument rien. J'ai tendu la main et tapé sur l'écran de mon téléphone. L'enregistrement s'est coupé instantanément, laissant la salle à manger enterrée dans un silence épais et lourd. La couleur avait entièrement quitté le visage de Bradley. Il ressemblait à un homme qui venait de marcher sur une mine terrestre et d'entendre le clic sous sa botte. Il fixait la dinde au centre de la table, incapable de croiser le regard de quiconque dans la pièce. Chloé était figée sur sa chaise. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun son n'en est sorti. Le sourire arrogant qu'elle avait arboré il y a à peine 5 minutes avait complètement disparu, remplacé par la terreur aux yeux écarquillés d'une criminelle qui venait d'être prise en flagrant délit. J'ai regardé autour de la table. Eh bien, ai-je dit, brisant le silence, cela clarifie certainement la validité juridique de votre petit document, n'est-ce pas? Fraude, coercition, faux, maltraitance des personnes âgées. J'ai listé les accusations calmement, en les égrenant sur mes doigts. Dans l'État de Géorgie, exploiter un adulte vulnérable pour un gain financier est un crime passible de jusqu'à 20 ans de prison, et le faire avec un notaire complice le transforme en une accusation de complot. J'ai 7 enregistrements stockés sur 3 serveurs sécurisés distincts depuis la semaine dernière. J'hésitais à le remettre au procureur de district ou à vous laisser vivre avec la culpabilité. Mais vous voir marcher dans ma maison et essayer de l'utiliser contre moi a vraiment rendu la décision assez facile. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce que Chloé éclate en sanglots et demande pitié. Je m'attendais à ce que Bradley commence à inventer des excuses sur la façon dont les choses étaient sorties de leur contexte. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la réaction de ma mère. Le visage de Brenda était devenu blanc-crêpe pendant l'enregistrement. Mais au lieu de tourner sa colère vers la fille qui venait d'exploiter son mari mourant, elle a tourné ses yeux frénétiques et désespérés vers moi. Elle a saisi le bord de la table en acajou, ses articulations blanchissant. « Tu les as enregistrés ?» a haleté Brenda, sa voix tremblant d'une indignation mal placée. « Tu as mis un appareil d'enregistrement caché dans la chambre d'hôpital de ton propre père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Maya? Comment as-tu pu violer l'intimité de ta famille comme ça? » J'ai fixé la femme qui m'avait mise au monde, complètement déconcertée par la gymnastique mentale qu'elle effectuait juste devant mes yeux. « Un appareil caché ?» ai-je demandé, en haussant un sourcil. « Maman, papa m'a demandé d'installer une tablette intelligente à commande vocale sur sa table de nuit pour qu'il puisse appeler les infirmières sans avoir à appuyer sur le bouton. Il savait qu'elle était là. Les seules personnes qui ne savaient pas qu'elle enregistrait étaient les 2 voleurs qui se sont faufilés dans sa chambre pendant qu'il était drogué. » Brenda secoua la tête furieusement, refusant d'admettre la vérité. « Non » insista-t-elle bruyamment, sa voix montant dans les aigus.
Tu déformes tout. Tu essaies de faire passer ta sœur pour un monstre juste parce que tu es pleine d'amertume. Ton père ne pensait pas clairement ces dernières semaines. Il était confus et prenait de mauvaises décisions concernant le patrimoine. Ta sœur l'a fait pour protéger les actifs. Je me suis adossé à ma chaise, réellement stupéfaite par l'ampleur de son déni. Protéger les actifs, ai-je répété. Elle a falsifié sa signature alors qu'il était sous morphine, Brenda. C'est un crime. Elle l'a fait pour protéger les actifs contre les impôts du gouvernement. Brenda a crié, frappant à nouveau la table de la main, déterminée à protéger l'enfant chéri à tout prix. Bradley connaît la loi. C'est un conseiller financier. Il savait que si la succession entrait dans une longue procédure de vérification testamentaire, le gouvernement en prendrait la moitié en impôts. Ils essayaient juste de simplifier le processus pour que l'argent de la famille soit en sécurité. Ils l'ont fait pour la famille, Maya. Et toi, tu es assise ici à essayer d'envoyer ta propre sœur en prison à cause d'un malentendu. L'absurdité totale de sa défense flottait dans l'air. Bradley connaît la loi. Un faux conseiller financier qui orchestrait un crime était en quelque sorte le héros de l'histoire de ma mère, tandis que moi, l'avocate d'entreprise détenant la preuve de leur crime, j'étais la méchante. J'ai regardé ma mère et j'ai senti le tout dernier lien d'obligation filiale se rompre complètement. Il n'y avait aucun moyen de sauver cette relation. On ne peut pas raisonner une femme qui préférerait excuser un crime plutôt que d'admettre que son enfant préféré est un escroc. J'ai hoché la tête lentement, gardant les yeux fixés sur Brenda. J'ai laissé un sourire froid et sans vie se dessiner sur mes lèvres. Les impôts, ai-je dit, ma voix tombant dans un ton conversationnel, presque joyeux. C'est une défense incroyablement créative, maman. Vraiment, ça l'est. Mais en parlant d'impôts, ça me rappelle quelque chose de très important. Je me suis penché vers le sol à côté de ma chaise, là où ma mallette en cuir était restée inaperçue pendant tout le dîner. J'ai déverrouillé la serrure en laiton, j'ai sorti une épaisse pile de documents financiers reliés et je les ai jetés au centre de la table à manger. Ils ont atterri juste au-dessus du testament falsifié. J'ai laissé la lourde pile de documents financiers se stabiliser sur la table, directement sur le testament falsifié. J'ai tendu la main et j'ai fait glisser le document tout en haut de la pile. C'était une feuille de papier épaisse et nette portant le sceau officiel du commissaire aux impôts du comté de Fulton. D'un coup de poignet, j'ai lancé le document à travers la table. Il a glissé sur l'acajou poli et a frappé Bradley en plein centre de la poitrine avant de tomber sur ses genoux. Il a tressailli comme si le papier l'avait brûlé, mais il n'a pas fait un geste pour le ramasser. Il est resté assis là, à fixer ses genoux tandis qu'une perle de sueur visible se formait à la racine de ses cheveux. Tu es resté assis ici toute la soirée à te vanter auprès de tous ceux qui voulaient bien écouter que tu avais co-signé pour cette maison, ai-je dit, en gardant les yeux fixés sur son visage. Tu as laissé tante Valérie chanter tes louanges. Tu as laissé ma mère te traiter comme le sauveur de la famille. Tu as utilisé ce mensonge pour justifier de me mettre à la porte de ma propre salle à manger, et maintenant tu l'utilises pour essayer de m'expulser. Alors, laisse-moi te poser une question très simple, Bradley. Te souviens-tu vraiment du document que tu as signé il y a 5 ans? Bradley a avalé sa salive avec difficulté. Sa pomme d'Adam oscillait nerveusement. Maya, ne faisons pas ça maintenant, a-t-il murmuré, sa voix totalement dépourvue de la confiance tonitruante qu'il possédait à peine 10 minutes plus tôt. C'est une affaire de famille. Nous pouvons discuter des détails en privé. Oh, nous faisons définitivement ça maintenant, ai-je répondu vivement, parce que ma mère et mes tantes semblent vivre dans l'illusion que tu es une sorte de génie de Wall Street qui est arrivé pour sauver la pauvre sœur en difficulté. Et je pense qu'il est temps de rétablir les faits. J'ai tourné mon attention vers Chloé, qui regardait tour à tour son mari et moi avec un sentiment de confusion croissant. Il y a 5 ans, ton brillant mari conseiller financier est venu à mon bureau à l'improviste, lui ai-je dit. Vous veniez tout juste de vous fiancer. Il essayait d'obtenir un poste dans une boutique de gestion de patrimoine à Midtown, et il voulait désespérément louer une toute nouvelle Mercedes-Benz classe pour impressionner ses clients potentiels. Mais il y avait un petit problème. J'ai fait une pause, laissant le suspense s'installer dans la pièce. Même tante Shirley avait cessé de respirer. Son score de crédit était de 520, ai-je annoncé. Il avait un historique de paiement manqué, 2 cartes de crédit en défaut de paiement et une montagne de dettes non résolues depuis ses années d'université. Le concessionnaire l'a ri au nez. Ils lui ont dit qu'ils ne lui loueraient même pas une Honda Civic d'occasion sans un garant ayant un crédit impeccable.
Alors, il est venu ramper vers moi. C'est un mensonge, a interrompu Bradley, la voix se brisant légèrement. Je t'ai juste demandé de réviser le contrat pour moi parce que tu es avocate. Je ne t'ai pas demandé l'aumône. Tu t'es assis dans mon bureau et tu as littéralement pleuré, Bradley, ai-je rétorqué, en le coupant complètement. Tu m'as dit que tu perdrais l'opportunité d'emploi si tu n'avais pas une voiture qui faisait l'affaire. Tu m'as supplié de co-signer le contrat de location pour toi. Tu as juré que tu ferais chaque paiement à temps et que tu refinancerais la voiture à ton propre nom dans un délai d'1 an. Parce que j'aime ma sœur et que je voulais qu'elle épouse un homme avec un emploi stable, j'ai accepté. J'ai signé les documents de garant pour ta voiture. J'ai regardé le visage de Chloé se décomposer alors que les pièces du puzzle commençaient lentement à s'assembler dans son esprit. Mais le déni était profond, et elle se battait désespérément pour s'accrocher à la fantaisie autour de laquelle elle avait construit toute son identité. Non, a dit Chloé en secouant la tête frénétiquement. J'ai laissé échapper un rire dur qui a résonné dans la pièce calme. Il a pris la page de signature de son propre contrat de location de voiture, l'a ramené à la maison et a inventé un conte de fées pour protéger son ego fragile. Il ne pouvait pas supporter le fait que sa riche belle-sœur ait dû le renflouer, alors il a inversé le récit. Il s'est fait passer pour le héros et tu as mordu à l'hameçon complètement. Chloé s'est tournée vers Bradley. Ses yeux étaient grands ouverts, le suppliant de me faire taire. Bradley, dis-lui qu'elle ment, a exigé Chloé. Dis-le lui maintenant. Bradley a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. La rougeur de l'humiliation était remontée de son cou et couvrait tout son visage. Il a regardé le reçu de taxe foncière posé sur ses genoux et l'a finalement ramassé avec des doigts tremblants. Lis-le, Bradley, ai-je ordonné. Lis les noms sur ce reçu d'impôt du comté de Fulton. Lis-le à voix haute pour ma mère et tante Valérie, pour qu'elle sache exactement qui paie les impôts sur ce domaine de 3 millions de dollars. Il a fixé le document. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais les mots sont morts dans sa gorge. Laisse-moi t'épargner cette peine, ai-je dit, en me penchant en avant. Tu ne trouveras pas ton nom sur ce reçu. Tu n'as jamais payé un seul centime pour cette maison. Tu n'as jamais contribué à la compte, à l'hypothèque, à l'assurance ou aux impôts. Tu ne possèdes pas un seul pouce carré de cette propriété, et tu ne l'as jamais fait. Tu n'es rien d'autre qu'un escroc portant un costume coûteux qui a dû me supplier de co-signer pour sa voiture de luxe d'entrée de gamme. Le silence qui a suivi était lourd et étouffant. Toute la structure familiale, la hiérarchie qui avait dicté ma vie au cours des 3 dernières décennies, s'écroulait en temps réel. Ma mère, Brenda, fixait Bradley, la bouche légèrement ouverte, ses yeux balayant frénétiquement la pièce alors qu'elle réalisait que son gendre trophée ultime était totalement vide. Tante Valérie s'est agitée sur son siège, le visage crispé par l'embarras. Elle venait de passer toute la soirée à m'insulter et à faire l'éloge d'un homme qui leur avait tous menti. Mais Chloé ne pouvait pas l'accepter. Si elle acceptait que Bradley était un escroc, elle devrait accepter que sa supériorité sur moi était une illusion. Elle devrait accepter que j'étais meilleur qu'elle à tous les niveaux mesurables. Son esprit a violemment rejeté la vérité, et elle s'est déchaînée en pure défense désespérée. Elle s'est levée si vite que sa chaise a gratté bruyamment contre le parquet. Tu mens, a crié Chloé, sa voix déchirant la pièce. Tu es une menteuse amère et jalouse, Maya. Tu penses que tu peux juste imprimer de faux papiers fiscaux et humilier mon mari. Je sais pertinemment que tu ne possèdes pas cette maison. Elle m'a montré du doigt d'une main tremblante, sa poitrine se soulevant alors qu'elle respirait difficilement. J'ai consulté les registres immobiliers le mois dernier, a hurlé Chloé triomphalement, croyant avoir trouvé l'arme fatale pour détruire mon argument. Je suis allé sur le site web du comté et j'ai cherché cette adresse. Cette maison ne t'appartient pas. Elle appartient à une grande société de capital investissement. Elle est détenue par une énorme entreprise. Tu n'es pas propriétaire, Maya. Tu es juste une locataire glorifiée qui loue une maison que tu ne pourrais jamais te permettre d'acheter. Chloé est restée là, haletante, alors que ses mots restaient suspendus dans l'air. Tu es juste une locataire glorifiée, a-t-elle répété, sa voix dégoulinante de venin. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas précipité pour me défendre. Au lieu de cela, j'ai lentement repoussé ma lourde chaise en cuir et je me suis levé du bout de la table. Les pieds en bois ont gratté contre le parquet, tranchant nettement le silence tendu. Je me suis éloigné de ma chaise et j'ai commencé à marcher lentement le long de la longue table en acajou. Mon mouvement a semblé briser le sortilège qui avait figé Bradley sur son siège.
La rougeur profonde de l'humiliation absolue qui avait couvert son visage quelques instants plus tôt a commencé à reculer. Il s'est accroché aux mots de Chloé comme un homme en train de se noyer s'accroche à une bouée de sauvetage. Il s'est soudainement redressé, ajustant le col de son costume coûteux, et a laissé échapper un rire fort et condescendant. Elle a tout à fait raison, a annoncé Bradley, en regardant autour de la table ma mère et mes tantes. Son personnage de Wall Street se frayait désespérément un chemin vers la surface. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli te laisser inventer ça, Maya. Vanguard Elite Holdings. C'est le nom sur l'acte. C'est un fonds d'investissement privé, un fonds très exclusif. J'ai continué à marcher, faisant des pas lents et délibérés. J'ai laissé mes doigts effleurer légèrement le dossier des chaises vides. Je n'ai pas encore dit un mot. Je voulais le laisser creuser le trou aussi profondément que possible. Bradley s'est adossé à sa chaise, croisant les jambes et joignant ses doigts. Il a regardé ma mère, Brenda, qui l'observait avec des yeux avides et désespérés, attendant qu'il rétablisse l'ordre dans la hiérarchie familiale. Tu vois, Brenda, a expliqué Bradley, utilisant son ton le plus doux et le plus condescendant, quand tu traites avec de l'immobilier de grande valeur, comme je le fais tous les jours, tu apprends comment les gros joueurs opèrent. Les grandes entreprises et les sociétés de capital investissement comme Vanguard Elite Holdings achètent des propriétés de luxe pour placer leur argent et diversifier leur portefeuille. Ensuite, elles les louent à des gens qui veulent paraître riches mais qui n'ont pas réellement le capital pour acheter des gens comme Maya. Tante Valérie a poussé un soupir de soulagement bruyant et dramatique et a pressé sa main contre sa poitrine. Dieu merci, a-t-elle marmonné. J'ai continué à marcher, mes talons claquant rythmiquement sur le sol. J'ai regardé Bradley gonfler le torse, entièrement consumé par sa propre illusion. Il était si désespéré de retrouver son statut d'homme le plus intelligent de la pièce qu'il était prêt à inventer une fantaisie complète sur le champ. C'est en fait assez pathétique, a dit Bradley, en tournant son attention vers moi. Tu t'assois là, au bout de la table, à agir comme un magnate, en lançant des reçus fiscaux comme si tu étais un magnate de l'immobilier. Mais la vérité, c'est que tu es juste une locataire. Tu rembourses une hypothèque pour une entreprise massive. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que mon cabinet de courtage connaît très bien Vanguard Elite Holdings. J'ai cessé de marcher pendant une fraction de seconde. J'ai haussé un sourcil. Vraiment, Bradley? Oh, absolument, a-t-il répondu avec fluidité, sa confiance étant maintenant totalement rétablie. Nous sommes fortement impliqués dans le secteur de l'immobilier commercial. Vanguard est un acteur majeur du capital investissement. Mon cabinet est actuellement en discussion préliminaire avec eux concernant une restructuration massive d'actifs. Nous parlons de centaines de millions de dollars. Je connais les dirigeants qui dirigent ce fonds, Maya. Ce sont des poids lourds. Ils sont impitoyables. Il s'est penché en avant, posant ses bras sur la table, et m'a lancé un sourire menaçant. Donc, si tu penses pouvoir falsifier un reçu fiscal et prétendre posséder une propriété dans leur portefeuille, tu joues un jeu très dangereux. En fait, je pourrais passer un coup de fil à mes contacts chez Vanguard lundi matin et leur dire que leur locataire prétend frauduleusement être propriétaire de leur actif. Ils demanderaient à leurs avocats d'entreprise de t'expulser avant la fin de la semaine. Tu n'obtiendrais même pas les 30 jours que je t'ai généreusement offerts. Ma mère a hoché la tête furieusement en signe d'accord. Tu dois présenter tes excuses à ton beau-frère immédiatement, Maya, a-t-elle exigé. Il t'a prise en flagrant délit de mensonge. Tu as essayé de l'humilier avec de faux papiers, mais il connaît les bonnes personnes. Tu devrais avoir honte d'essayer de déchirer cette famille juste pour nourrir ton propre ego. J'ai repris ma marche lente le long de la table. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai gardé les yeux entièrement fixés sur Bradley. Tu as raison sur une chose, Bradley, ai-je dit, ma voix calme et parfaitement mesurée. Les gens riches n'achètent pas de manoirs de 3 millions de dollars sous leur propre nom. Ils ne le font tout simplement pas. J'ai atteint le milieu de la table, passant derrière tante Shirley, qui s'est raidie à mon passage. Quand tu as de l'argent réel, tu deviens une cible, ai-je continué, projetant ma voix pour que chaque personne dans la pièce puisse entendre la leçon que j'étais sur le point de donner. Tu deviens une cible pour des poursuites futiles. Tu deviens une cible pour les escrocs. Mais surtout, tu deviens une cible pour des membres de la famille avide et pleins de droits qui pensent mériter une part du gâteau simplement parce qu'ils partagent ton lignage. Chloé m'a lancé un regard noir, son visage se crispant de colère. Arrête de parler par énigme, Maya, a-t-elle lancé. Je l'ai ignoré.
J'ai fait un pas de plus vers Bradley. Alors, que fait une personne vraiment riche pour se protéger, ai-je demandé à la pièce. Elle engage un avocat d'entreprise. Elle établit une société à responsabilité limitée ou un trust aveugle. Elle enterre son nom sous des couches d'enregistrement d'entreprise dans des États ayant des lois strictes sur la confidentialité comme le Delaware ou le Wyoming. Elle achète ses propriétés entièrement en espèces par l'intermédiaire de cette SARL. De cette façon, quand quelqu'un consulte les registres publics de la propriété, tout ce qu'il voit est une entreprise sans visage. Le véritable propriétaire reste complètement anonyme, complètement protégé et totalement intouchable. J'ai finalement atteint le bout de la table. J'étais debout directement derrière la chaise de Bradley. Je pouvais sentir son eau de Cologne coûteuse mélangée à la légère odeur aigre de la sueur nerveuse. Il essayait de maintenir son expression suffisante, mais le léger tremblement de sa mâchoire le trahissait. Il savait que j'étais une avocate d'entreprise. Il savait que je comprenais les mécanismes de la protection des actifs mieux qu'il ne pourrait jamais le faire, mais son orgueil ne lui permettait pas de reculer devant Chloé et Brenda. C'est une conférence très mignonne, a dit Bradley, fixant la dinde. Mais savoir comment fonctionne une SARL ne signifie pas que tu en possèdes une. Tu n'es toujours qu'une locataire payant un loyer à Vanguard Elite. Et comme je l'ai dit, je connais les gens qui dirigent ce fonds. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Je suis resté parfaitement immobile derrière lui. J'ai regardé le sommet de ses cheveux parfaitement coiffés. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac léger de l'horloge grand-père dans le couloir. Je me suis lentement penché. J'ai abaissé mon visage jusqu'à ce que mes lèvres soient à seulement un pouce de son oreille. Je me suis assuré que ma voix soit douce mais assez tranchante pour couper directement à travers son ego fragile. Tu n'as jamais réellement rencontré le PDG de Vanguard, n'est-ce pas, Bradley, ai-je chuchoté. Bradley a arrêté de respirer. Je pouvais physiquement voir les muscles de son cou se contracter alors que la réalité de ma question flottait dans l'air calme. Il a lentement tourné la tête pour me regarder par-dessus son épaule. Le masque suffisant et arrogant qu'il avait porté toute la soirée était complètement brisé, remplacé par un regard de confusion profonde et de peur soudaine et paralysante. « De quoi parles-tu » a-t-il balbutié, sa voix baissant d'une octave. Bien sûr que je connais l'équipe de direction. Je me suis redressé, ajustant les revers de mon blazer sur mesure. Je n'ai pas élevé la voix, mais l'autorité absolue dans mon ton a commandé l'attention de chaque personne dans cette salle à manger. Non, tu ne la connais pas, Bradley, ai-je dit simplement. Parce que si tu t'étais jamais réellement assis dans une salle de conseil avec Vanguard Elite Holdings, tu aurais su exactement à qui tu parlais, et tu ne serais certainement pas entré chez moi, manger ma nourriture et menacé de m'expulser. J'ai mis la main dans la poche intérieure de mon blazer. J'ai sorti un porte-carte noir mat élégant. Je l'ai ouvert d'un coup sec et j'ai sorti une seule pièce épaisse de papier cartonné. Ce n'était pas une feuille de papier ordinaire et fragile. C'était une carte pressée sur mesure avec un lettrage en feuille d'or en relief. Je me suis penché en avant et j'ai placé la carte à plat sur la table en acajou poli juste à côté de son verre à vin vide. Avec un doigt, je l'ai poussé vers l'avant. La carte a glissé en douceur sur le bois, s'arrêtant directement sous le nez de Bradley. « Lis-la » ai-je commandé. « Lis le titre » Bradley a fixé la carte. Ses yeux ont parcouru la feuille d'or. J'ai regardé sa poitrine cesser de bouger. J'ai regardé sa bouche s'ouvrir légèrement alors que les mots s'enregistraient dans son cerveau. « Lis-la à voix haute, Bradley » ai-je insisté. Puisque tu connais si bien l'entreprise, je pense qu'il n'est que juste que tu présentes le PDG au reste de la famille. Il a avalé sa salive difficilement. Une seule goutte de sueur a coulé le long de sa tempe. Maya, a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. Maya, ce n'est pas possible. Chloé ne pouvait plus supporter le suspense. Elle s'est penchée, sortant pratiquement de sa chaise, et a arraché la carte de visite de la table. Elle a plissé les yeux devant le lettrage doré, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle lisait les mots pour elle-même. Maya Vanguard, ai-je dit, comblant le silence pour eux. Fondatrice et directrice générale de Vanguard Elite Holdings. Chloé a laissé tomber la carte comme si elle lui avait physiquement brûlé les doigts. Elle a atterri face visible sur la table. Les lettres dorées en relief ont capté la lumière du lustre au-dessus, cimentant la vérité absolue devant toute la famille. J'ai acheté cette propriété de 3 millions de dollars il y a 5 ans, ai-je expliqué, ma voix résonnant avec une clarté absolue.
Je l'ai acheté avec 100% d'espèces, sans hypothèque, sans co-signataire. J'ai sécurisé l'actif par le biais d'un trust aveugle géré par mon propre fonds de capital investissement. La seule chose sur laquelle tu avais raison ce soir, Bradley, c'est qu'une entité corporative possède ce domaine. Mais ce que tu n'as pas réalisé dans ta tentative désespérée de paraître important, c'est que je possède l'entreprise. La salle à manger a sombré dans un silence si profond qu'il semblait que tout l'oxygène avait été aspiré de l'air. Oncle George me fixait, la bouche grande ouverte. Tante Shirley avait l'air d'aller s'évanouir. Tante Valérie, la femme qui venait de me réprimander pour ne pas être assez humble pour accepter la charité, était assise complètement figée, ses mains agrippant les bords de son apron. « Mais pourquoi » a soudainement crié Chloé, sa voix se brisant d'hystérie. « Pourquoi nous aurais-tu menti ? Pourquoi aurais-tu fait semblant de louer tout ce temps ?» J'ai tourné mon regard vers ma sœur aînée. J'ai regardé son manteau de marque qu'elle avait acheté à crédit. J'ai regardé son mari frauduleux qui avait dû me supplier de co-signer son contrat de location de voiture. « Parce que je sais exactement qui vous êtes », ai-je dit froidement. « Je sais qui vous êtes depuis que je suis toute petite. Je savais que la seconde où cette famille découvrirait que j'avais une vraie richesse, vous viendriez frapper à ma porte avec vos mains tendues. Vous vous attendriez à ce que je finance votre style de vie luxueux, Chloé. Vous vous attendriez à ce que je rembourse les énormes dettes de jeux et de cartes de crédit de ton mari. Tante Valérie aurait soudainement besoin d'un prêt pour une nouvelle entreprise. » J'ai balayé la table du regard, absorbant les visages coupables et choqués de mes proches. Vous avez tous clairement fait comprendre que ma seule valeur dans cette famille était ce que je pouvais vous fournir, ai-je continué. Tant que j'étais la sœur en difficulté qui organisait occasionnellement un bon dîner, vous pouviez me tolérer. Vous pouviez garder vos précieux égos intacts. Vous pouviez continuer à prétendre que l'enfant chéri et son mari conseiller financier blanc étaient le summum du succès. Maintenir l'illusion que j'étais juste une locataire était la police d'assurance la moins chère que j'ai jamais achetée. Cela a gardé les parasites hors de mes comptes bancaires. Bradley secouait la tête lentement de gauche à droite, fixant la dinde. Mais les réunions, a-t-il marmonné comme si son cerveau avait complètement court-circuité. Mon cabinet de courtage, nous sommes en discussion préliminaire avec Vanguard. Mon patron m'a dit. J'ai laissé échapper un rire sec et sincèrement amusé. Bradley, tu es un associé de niveau intermédiaire dans une boutique de gestion de patrimoine en faillite, ai-je dit, détruisant son dernier lambeau de dignité. Vanguard Elite Holdings gère des actifs d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Nous ne faisons pas de discussions préliminaires avec des entreprises de bas étage comme la tienne. Si ton patron t'a dit ça, il te mentait pour te garder motivé à faire tes appels à froid. Tu ne connais pas mes dirigeants. Tu ne connais pas mon portefeuille. La seule chose que tu sais sur la haute finance, c'est comment falsifier une signature sur les documents juridiques d'un homme mourant. Il s'est recroquevillé dans sa chaise, l'air complètement vaincu. L'homme imposant et arrogant qui m'avait ordonné de faire mes valises et de quitter les lieux avait entièrement disparu. À sa place se trouvait une fraude pathétique et exposée qui venait de réaliser qu'il avait choisi de se battre avec un champion poids lourd tout en étant armé d'une cuillère en plastique. Chloé faisait de l'hyperventilation maintenant, sa poitrine se soulevant alors qu'elle regardait sauvagement autour de la pièce, attendant que quelqu'un intervienne pour la sauver. Elle a regardé Tante Valérie. Tante Valérie a rapidement détourné le regard, étudiant le motif sur son assiette en porcelaine. Elle a regardé Tante Shirley. Shirley a pris une très longue gorgée d'eau, évitant complètement tout contact visuel. La dynamique de tout l'arbre généalogique avait été violemment déracinée et replantée dans la saleté en l'espace de 20 minutes. Le bouc émissaire ne s'était pas seulement défendu, il s'était révélé être le prédateur suprême dans la pièce. Le public et les tantes, l'oncle, les beaux-parents venaient d'assister à la destruction absolue du faux empire de l'enfant chéri. C'était la récompense ultime. C'était le moment dont j'avais rêvé durant ces nuits solitaires où je cumulais 3 emplois à l'université alors que ma famille partait en vacances aux Bahamas sans moi. J'avais enfin gagné. J'avais prouvé ma valeur et j'avais complètement décimé les gens qui avaient essayé de me détruire. La plupart des gens se seraient arrêtés là. La plupart des gens auraient montré la porte, leur auraient dit de sortir et auraient profité de la paix et de la tranquillité de leur manoir de 3 millions de dollars. Mais je n'étais pas la plupart des gens. Et je n'avais pas fini, car traiter avec Chloé et Bradley revenait simplement à traiter les symptômes, la cause profonde de la maladie et le véritable architecte du traumatisme qui avait tourmenté toute ma vie était toujours assise à la table.
J'ai lentement détourné la tête de ma sœur en pleurs et de son mari brisé. J'ai transféré mon poids, m'appuyant légèrement sur le dossier de la grande chaise en cuir. J'ai croisé le regard de ma mère. Brenda était assise rigidement sur sa chaise. Le monde tel qu'elle le connaissait venait d'être complètement incinéré. La fille qu'elle avait passé 32 ans à pousser dans la terre venait de se lever et de révéler qu'elle possédait la terre entière sous leurs pieds. J'ai regardé les rouages tourner frénétiquement derrière ses yeux. Je l'ai regardé réaliser que la dynamique de pouvoir avait complètement changé et que la seule façon de survivre aux retombées de ce désastre était de changer instantanément son allégeance. Brenda a laissé échapper un sanglot soudain et dramatique. C'était une performance théâtrale sans faille. Elle a poussé sa chaise et s'est précipitée sur le côté de la table vers moi. Avant que je puisse reculer, elle a tendu la main et a attrapé mes deux mains, les serrant fermement contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage coûteux et tachant son chemisier en soie. « Oh, Maya, ma douce fille » a pleuré Brenda, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. « Je suis si fière de toi. J'ai toujours su que tu étais la plus intelligente de cette famille. J'ai toujours su que tu allais bâtir un empire. Tu as toujours été si forte et si capable. » J'ai fixé ses mains agrippées aux miennes. L'hypocrisie pure de son toucher me faisait froid dans le dos. Il y a à peine 10 minutes, elle me criait de respecter mon beau-frère. Elle défendait un testament falsifié qui me déshéritait littéralement de l'héritage de mon propre père. Elle m'avait traité d'amère, de jalouse et d'ingrate. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais sa plus grande réussite. « S'il te plaît, Maya » a plaidé Brenda, serrant mes doigts plus fort. « Tu dois pardonner à ta sœur. Tu sais comment est Chloé. Elle est peu sûre d'elle et elle fait des erreurs, mais elle est quand même de votre sang. C'est toujours la famille. Nous sommes tous de la famille ici, et la famille reste soudée dans les bons comme dans les mauvais moments. Regardez cette belle maison que vous avez construite pour nous. Nous pouvons laisser toute cette laideur derrière nous. Nous pouvons recommencer à zéro dès maintenant. » Juste au moment opportun, le cœur des tantes s'est joint à la conversation, ajustant parfaitement leur ton à la nouvelle réalité. Tante Valérie a offert un large sourire maladroit qui ressemblait davantage à une grimace douloureuse. « Ta mère a tout à fait raison, Maya » a déclaré tante Valérie en lissant le devant de sa robe. « Nous étions juste en train de te tester, chérie. Nous avons toujours su que tu avais cette énergie de patronne. Tu es une vraie femme noire indépendante. Tu n'as laissé personne t'abattre, et nous respectons cela énormément. » Tante Shirley a hoché la tête vigoureusement, levant son verre d'eau en cristal pour un faux toast. « Amen à cela » a ajouté Shirley, sa voix trop douce. « Le Seigneur t'a vraiment béni, Maya. Tu as un don pour les affaires. Nous sommes toutes tellement dépassées par ton succès que nous ne savions pas comment réagir au début. Tu dois pardonner aux vieilles personnes comme nous d'être un peu protectrices envers la tradition. » J'ai écouté leur louange soudaine et j'ai senti une vague de dégoût absolu et profond m'envahir. C'était une chose pour elle d'être cruelle quand elle pensait que j'étais pauvre. C'en était une toute autre de s'aplatir instantanément dès qu'elles ont réalisé que j'étais riche. Cela prouvait que leur cruauté n'avait jamais rien à voir avec mon caractère ou mon attitude. Il ne s'agissait que de mon manque de statut perçu et de ma couleur de peau. Je n'ai pas dit un mot au début. J'ai simplement baissé les yeux sur les mains de ma mère qui entouraient les miennes. Puis, avec une force lente et délibérée, j'ai retiré mes mains de son emprise. J'ai fait un grand pas en arrière, mettant une distance physique définitive entre nous. « Ne me touche pas, Brenda » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. « Ne me touche plus jamais. » Brenda a eu un hoquet, serrant ses mains contre sa poitrine comme si je l'avais frappée physiquement. « Maya, s'il te plaît » a-t-elle pleurniché. « N'agis pas comme ça. Je suis ta mère. »« Tu es ma mère biologiquement » ai-je répondu, gardant mon ton plat et chirurgical. « Mais tu n'as jamais été une mère pour moi de quelque manière que ce soit, et tu ne vas pas rester dans ma salle à manger et me manipuler pour me faire croire que tu as toujours soutenu mon succès. » J'ai pointé un doigt vers la chaise vide sur le côté de la table où j'étais censé m'asseoir à l'origine. J'étais l'enfant à la peau foncée, l'enfant difficile. J'ai rappelé, j'étais celle que tu cachais en arrière-plan quand les caméras sortaient lors des réunions de famille. J'étais celle à qui tu disais d'arrêter de rêver aussi grand parce que les filles qui me ressemblent ne deviennent pas patronnes. Maya, ce n'est pas vrai, a crié Brenda en secouant la tête dans un déni frénétique. Je vous aimais toutes les deux également.
Je savais juste que tu étais plus forte que Chloé. Je savais que tu pouvais supporter l'amour vache. L'amour vache, ai-je répété ces mots, goûtant la cendre dans ma bouche. Tu appelles ça de l'amour vache de vider ton compte d'épargne pour envoyer Chloé dans une université de luxe alors que tu m'as dit que je devais contracter 80 000 $ de prêts étudiants pour obtenir mon diplôme? Tu appelles ça de l'amour vache de lui acheter une voiture neuve pour la remise des diplômes alors que je prenais le bus de ville à 2 heures du matin après avoir fait un double service dans un restaurant du centre-ville? Tu appelles ça de l'amour vache de t'asseoir à cette table et de défendre un homme qui a falsifié la signature de mon défunt père juste pour me voler le dernier morceau d'amour qu'il m'ait jamais donné? Brenda a tressailli violemment à la mention de mon père. Ce n'était pas à ton sujet, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. C'était pour assurer la sécurité de la famille. Chloé avait besoin de stabilité. Elle n'a pas ton dynamisme, Maya. Chloé avait besoin de stabilité parce que tu l'as élevée pour qu'elle soit complètement inutile, ai-je rétorqué, ma voix montant finalement, coupant l'air comme un fouet. Tu as passé toute sa vie à lui dire que sa peau claire et son joli visage étaient sa seule monnaie d'échange dans ce monde. Tu lui as appris à trouver un homme pour s'occuper d'elle au lieu de lui apprendre à s'occuper d'elle-même. Et quand elle a trouvé un fraudeur qui était tout aussi vide et pathétique qu'elle, tu les as tous deux encouragés. Tu as drainé toute mon enfance pour arroser son jardin, et tu es toujours là à attendre que je m'excuse du fait que mon arbre a poussé plus haut que le sien. J'ai regardé tante Valérie et tante Shirley, qui étaient toutes deux devenues complètement silencieuses. Elles fixaient leurs assiettes, trop terrifiées pour établir un contact visuel avec moi. Et ne pensez pas que je vous ai oublié toutes les deux, ai-je dit en plissant les yeux. Vous avez passé la dernière décennie à commérer sur ma vie, à scruter chacun de mes mouvements et à attendre mon échec. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir à ma table, de boire mon vin coûteux et de prétendre que vous êtes fiers de moi maintenant. Vous n'êtes pas fiers de moi. Vous êtes juste terrifiés par ce que je peux vous faire. Tante Valérie a ouvert la bouche pour argumenter, mais elle l'a fermée immédiatement quand j'ai fait un seul pas menaçant vers elle. Toute la pièce était paralysée par le poids écrasant de la vérité. J'avais passé 32 ans à ravaler ma colère pour maintenir la paix, pour me faire plus petite afin qu'elle puisse se sentir grande. Maintenant, le barrage avait cédé et je balayais toute la base de leur dynamique toxique. Brenda sanglotait ouvertement maintenant, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. Elle réalisait que ces tactiques de manipulation étaient complètement inutiles contre moi. Les larmes, les chantages affectifs, les appels à la loyauté familiale, rien de tout cela ne fonctionnait. Elle avait perdu son emprise sur le bouc émissaire. Et sans le bouc émissaire, toute la structure familiale s'effondrait juste devant elle. Maya, s'il te plaît, a supplié Brenda, me regardant avec du mascara coulant sur son visage entraîné sombre et laide. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît, ne détruis pas ta sœur. Elle est fragile. Elle ne peut pas supporter ce genre de stress. Tu as prouvé ton point. Tu es la gagnante. Tu as l'argent et le pouvoir. Maintenant, s'il te plaît, sois la plus grande et pardonne-lui. Nous pouvons arranger cela si tu fais preuve d'un peu de grâce. J'ai regardé ma mère et je n'ai ressenti absolument rien. Il ne restait plus aucune colère dans ma poitrine. Il n'y avait aucune tristesse. Il n'y avait qu'un sentiment écrasant de froide finalité. La petite fille en moi qui avait l'habitude de convoiter son approbation avait complètement disparu. À sa place se trouvait une femme qui comprenait exactement comment le monde fonctionnait et exactement comment se protéger. J'ai penché la tête et j'ai laissé échapper un court rire sec. « Tu veux que je sois la plus grande ?» ai-je demandé. « Tu veux que je lui pardonne ?» Oui, a hoché Brenda désespérément, s'accrochant à la minuscule miette d'espoir que je retomberais dans mon ancien rôle obéissant. Oui, s'il te plaît. J'ai peur que cela n'arrive pas, Brenda, ai-je dit, ma voix retombant à ce ton corporatif glacial. Parce que le pardon nécessite des remords sincères, et Chloé n'est désolée que de s'être fait prendre à essayer de me voler. Mais plus important encore, le pardon n'arrête pas les conséquences de tes actions. J'ai détourné mon regard lourd de ma mère en pleurs et j'ai regardé directement Chloé. Ma sœur était toujours assise, figée sur sa chaise, agrippant le bord de la table en acajou comme si le sol tremblait violemment sous elle. Son manteau de créateur avait l'air ridicule maintenant, comme un costume bon marché sur une enfant effrayée. « Tu veux que je lui pardonne ?» J'ai répété la question, laissant les mots flotter dans l'air pendant un moment long et angoissant. Trop tard.
Elle est sur le point de perdre son logement. Chloé a laissé échapper un hoquet vif et frénétique. Perdre mon logement? A-t-elle répété, sa voix tremblant d'un mélange de terreur et d'arrogance persistante. De quoi parles-tu, Maya? Nous possédons une belle maison en banlieue. Bradley est associé principal dans son cabinet. Nous avons un portefeuille d'investissement. Tu ne peux pas toucher à notre maison. Je n'ai pas regardé Chloé. J'ai tourné la tête lentement et j'ai laissé mon regard se fixer droit sur Bradley. La caméra de mon attention s'est concentrée entièrement sur son visage. Tout le sang avait complètement quitté ses joues. Il ressemblait à un cadavre assis dans un costume sur mesure. Ses yeux étaient grands et vides, me fixant avec la terreur absolue d'un homme qui réalisait qu'il était debout sur les voies et que le train faisait déjà hurler son klaxon. Associé principal, ai-je répété, goûtant l'amère ironie du titre. J'ai gardé mes yeux fixés sur lui, ignorant complètement ma sœur. Bradley, vas-tu expliquer la réalité actuelle de ta situation financière à ta femme et à ta belle-mère, ou dois-je présenter tes bilans d'entreprise ici même sur la table du dîner? Bradley a ouvert la bouche, mais sa gorge a bougé inutilement. Il a porté une main tremblante à sa bouche et a regardé ailleurs, incapable de maintenir le contact visuel avec moi, même pour une seconde. Lui dire quoi? A exigé Chloé, sa voix montant dans un ton hystérique. Elle a attrapé Bradley par la manche de sa veste, secouant son bras. Bradley, dis-lui d'arrêter de mentir. Parle-lui du portefeuille. Parle-lui de ton expansion. Il ne lui a pas répondu. Il a juste serré les paupières et a laissé échapper un long soupir vaincu. Puisque ton mari a soudainement perdu son incroyable vocabulaire de Wall Street, je vais traduire pour lui, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. Tu vois, Chloé, la raison pour laquelle Bradley a fait irruption dans ma salle à manger aujourd'hui et a annoncé avec assurance qu'il vendait ma maison n'est pas parce que son cabinet est en expansion. Ce n'est pas parce qu'il prend des clients fortunés. C'était un acte de panique pur et désespéré. J'ai fait un geste vers le testament falsifié et le reçu fiscal toujours assis au centre de la table. Ils n'ont pas falsifié la signature de papa parce qu'ils pensaient que j'étais irresponsable, ai-je expliqué à l'ensemble de la salle. Ils l'ont falsifié parce que le cabinet boutique de Bradley n'a pas signé un seul nouveau client en 14 mois. Ils ont essayé de m'expulser et ont forcé la vente de ce domaine de 3 millions de dollars parce qu'ils sont complètement à court d'argent. L'entreprise de Bradley ne s'agrandit pas. Elle est entièrement insolvable. Brenda a laissé échapper un léger gémissement d'incrédulité. Non, a-t-elle chuchoté en secouant la tête. Non, Bradley est un conseiller financier. Il sait comment gérer l'argent. Il a acheté une nouvelle voiture à Chloé le mois dernier. Il a loué cette voiture, Brenda, les jeux corrigés vivement. Et il a financé tout le style de vie luxueux de ta fille en utilisant des lignes de crédit commercial destinées à son entreprise. Il a tout exploité. Il a contracté des prêts commerciaux massifs pour payer les vêtements de marque, les abonnements au country club et les vacances coûteuses juste pour maintenir l'illusion qu'il était un joueur important. Il a construit un château de cartes, et il y a quelques semaines, un vent très fort a fini par tout faire tomber. J'ai observé le visage de Chloé alors que l'illusion qu'elle avait vénérée toute sa vie commençait à se briser en 1 million de morceaux irréparables. L'enfant doré réalisait que son ticket d'or était en fait totalement inutile. Il y a 2 mois, Bradley a fait défaut sur un prêt commercial massif, ai-je continué, ma voix stable et implacable. La banque a émis une demande finale de paiement. C'est pourquoi ils étaient si désespérés de mettre la main sur l'argent de l'assurance vie de papa. Mais quand ils ont réalisé que le domaine modeste de papa ne couvrirait même pas une fraction de la dette, ils ont tourné leur regard vers ma maison. Ils pensaient pouvoir utiliser son statut de faux co-signataire pour forcer une vente rapide en espèces et voler mes fonds propres pour sauver son entreprise en faillite. Tu ne peux rien prouver de tout cela, a crié Chloé, son visage devenant rouge vif. Tu inventes tout ça pour ruiner notre mariage. Tu essaies de nous humilier. Je n'ai pas élevé la voix pour égaler la sienne. J'ai simplement fouillé à nouveau dans ma mallette en cuir et j'ai sorti un dernier document. C'était un épais classeur juridique relié avec de lourds clips noirs. Je n'ai pas lancé celui-ci. Je l'ai posé doucement sur la table et je l'ai fait glisser précisément jusqu'à ce qu'il repose juste devant Bradley. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit, Chloé, ai-je dit calmement. Le secteur financier est un tout petit monde quand tu opères au sommet de la chaîne alimentaire. Quand un cabinet de bas étage comme celui de Bradley fait défaut sur un prêt commercial,
la banque prêteuse ne reste pas assise sur cette dette toxique. Elle veut l'éliminer immédiatement de ses registres, alors elle l'agrège et la revend à de grands fonds de capital investissement pour quelques centimes par dollar. Bradley a finalement ouvert les yeux et a regardé le classeur noir. Je pouvais physiquement voir le moment où son esprit s'est complètement brisé. Ses épaules se sont affaissées vers l'avant, et la dernière once restante de sa posture arrogante a disparu. Il savait exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce classeur. Vanguard Elite Holdings surveille constamment le marché pour les actifs en difficulté, ai-je expliqué, mon ton totalement dépourvu de pitié. C'est juste une pratique commerciale standard. Donc, quand mon équipe d'acquisition a remarqué qu'une banque locale se débarrassait d'un paquet de prêts commerciaux non performants liés à un certain cabinet de gestion de patrimoine boutique à Atlanta, j'ai personnellement autorisé l'achat. J'ai fait une pause, laissant la gravité absolue de mes mots s'enfoncer dans le silence de la pièce. Tante Valérie se serrait la poitrine. Oncle George fixait Bradley avec un dégoût non dissimulé. Le mari parfait de l'enfant doré avait été exposé comme un parasite qui avait failli entraîner toute la famille avec lui. Nous avons acheté la dette la semaine dernière, ai-je déclaré clairement. 1,5 million de dollars en prêts commerciaux en défaut et en garantie personnelle. Je possède chaque contrat, chaque billet à ordre et chaque pièce de garantie que vous avez stupidement signé. Bradley a laissé échapper un sanglot pathétique et étouffé. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant. Le bruit de ses pleurs était le dernier clou dans le cercueil de l'illusion de ma mère. L'homme qu'elle avait placé sur un piédestal au-dessus de sa propre fille pleurait comme un enfant battu à ma table de dîner. Chloé regardait alternativement son mari en pleurs et le classeur noir. Son esprit essayait frénétiquement de trouver une issue de secours, une faille, un moyen de maintenir sa supériorité, mais il n'y avait plus nulle part où courir. Les murs s'étaient complètement refermés. Maya, s'il te plaît, a étouffé Bradley, sa voix étouffée derrière ses mains. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. J'ai regardé l'homme qui venait de passer la dernière heure à essayer de me jeter à la rue. J'ai regardé l'homme qui avait ri pendant que ma sœur m'humiliait. J'ai regardé l'homme qui avait manipulé ma mère pour qu'elle me déteste juste pour couvrir ses propres échecs pathétiques. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Je suis officiellement ta plus grande créancière, Bradley, ai-je dit, ma voix résonnant avec la froide et dure finalité d'un juge rendant une sentence, et demain je déposerai une demande de liquidation judiciaire de tes actifs. Le silence qui a suivi ma déclaration était assez lourd pour briser des os. Bradley fixait le classeur noir comme s'il s'agissait d'une grenade active. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas essayé de tisser un autre mensonge. La réalité de sa ruine absolue était assise juste là devant lui, enveloppée dans du cuir noir et signée de sa propre main. Mais alors que Bradley se retirait dans le choc paralysant de son échec, Chloé a complètement craqué. L'esprit humain ne peut traiter qu'une certaine quantité de dissonance cognitive avant de se briser. Pendant 35 ans, Chloé avait construit toute son identité sur une seule croyance fondamentale. Elle croyait qu'elle était intrinsèquement meilleure que moi. Elle croyait que sa peau plus claire, ses boucles lâches et la validation constante de sa mère faisaient d'elle une royauté, tandis que ma peau plus foncée et mon indépendance faisaient de moi une paysanne. Toute sa vision du monde exigeait que je sois en dessous d'elle. Et en l'espace de 30 minutes, je ne m'étais pas seulement élevé au-dessus d'elle, j'avais acheté le sol même sur lequel elle se tenait. Non. A crié Chloé. Le son n'était pas un mot, mais un cri brut et primaire qui a déchiré sa gorge. Non, tu mens. Tu es une garce menteuse, jalouse et amère. Elle s'est précipitée sur la table en acajou. Elle ne se souciait pas de la porcelaine fine ou des verres en cristal. Elle a fait tomber le plat en argent contenant la fête de l'action de grâce de la table. Il s'est écrasé sur le plancher en bois franc, envoyant de la sauce et de la viande volée sur le tapis coûteux. Tante Shirley a crié et a reculé en trébuchant sur sa chaise. Oncle George s'est levé si vite que sa chaise a basculé vers l'arrière avec un grand fracas. Chloé a rampé sur le centre de la table, ses mains manucurées tendues comme des griffes visant directement mon visage. Elle voulait me griffer. Elle voulait physiquement me démolir parce qu'elle ne pouvait plus le faire avec ses mots. Son visage était contorsionné dans un masque de haine pure et laide. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai simplement tenu bon. Avant même que ses mains ne puissent atteindre mon blazer, oncle George s'est précipité vers l'avant et l'a attrapé par la taille, l'attirant en arrière. Lâche-moi.
Chloé s'est débattue sauvagement, frappant ses talons coûteux contre le bord de la table. Je vais la tuer. Je vais la ruiner. Tu penses que tu es meilleur que moi, Maya. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Tu n'es qu'une erreur sombre et laide qui a dû acheter sa place dans une famille parce que personne ne t'aime vraiment. Brenda pleurait hystériquement maintenant, tenant ses mains contre son visage. Chloé, arrête, a-t-elle gémi. S'il te plaît, arrête. Tu aggraves les choses. Mais Chloé ne pouvait pas l'entendre. Elle était complètement perdue dans sa propre rage. Elle continuait à lutter contre oncle George, renversant des verres à vin qui se brisaient sur le sol, en voyant des taches rouges foncées s'accumuler sur le bois comme du sang. Elle semblait absolument démente. La belle et élégante enfant dorée était réduite à un animal hurlant et se débattant au milieu d'une salle à manger détruite. Bradley n'a même pas essayé d'aider à contenir sa femme. Il avait glissé de sa chaise et était maintenant pratiquement à genoux, agrippant le bord de la table pour se soutenir. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre. La sueur coulait sur son visage, se mélangeant à ses larmes. « Maya, s'il te plaît » a supplié Bradley, sa voix étant un râle humide et pathétique. Il m'a regardé avec des yeux totalement dépouillés de toute fierté. « S'il te plaît, laissons-nous négocier. Nous pouvons arranger ça. Je peux restructurer l'entreprise. Je peux te donner des parts. Donne-moi juste 60 jours. Donne-moi 90 jours. Ne liquide pas les actifs, Maya. Je vais tout perdre. La maison, les voitures, le country club. Je serai en faillite. J'ai regardé l'homme qui, il y a à peine une heure, m'avait dit de laisser les grandes personnes parler. L'homme qui m'avait donné 30 jours pour faire mes valises et quitter ma propre propriété. Maintenant, il était à genoux en m'offrant des parts sans valeur dans une entreprise morte, mendiant exactement la même miséricorde qu'il m'avait si fièrement refusée. Il ne te reste plus aucun actif avec lequel négocier, Bradley, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, coupant les cris de Chloé. Et tu n'as certainement aucune part que je veux. Tu as essayé de voler l'héritage de mon père pour couvrir ta propre incompétence. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Il a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant bruyamment. Sa reddition complète n'a fait qu'alimenter la folie de Chloé. Elle a finalement réussi à s'arracher de l'emprise d'oncle George. Elle a trébuché en arrière, son manteau de créateur glissant de son épaule, ses cheveux volant follement autour de son visage. Tu vas brûler en enfer, Maya, a craché Chloé, sa poitrine se soulevant alors qu'elle pointait un doigt tremblant vers moi. Tu vas mourir seule dans cette maison géante et vide parce que tu es trop toxique pour être aimée. J'ai regardé ma sœur, observant la ruine absolue de son existence. Je n'ai ressenti aucune envie de crier en retour. Je n'avais pas besoin de défendre mon caractère ou ma vie. Sa rage n'était qu'une tentative désespérée de me ramener dans la boue avec elle. Mais j'étais intouchable. J'ai calmement mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon smartphone. Je ne la regardais plus. J'ai regardé l'écran lumineux, en balayant une notification de mon système de sécurité. « Est-ce que tu m'écoutes seulement ?» a crié Chloé, avançant à nouveau, ses poings serrés sur les côtés. « Regarde-moi quand je te parle. » J'ai gardé mes yeux sur mon téléphone. J'ai fait défiler mes emails avec désinvolture, vérifiant un message de mon directeur financier. L'indifférence absolue de ma posture était l'insulte ultime. Je la traitais exactement comme elle m'avait traité toute ma vie, comme si elle n'avait tout simplement pas d'importance. « Regarde-moi » a encore crié Chloé, sa voix se brisant en un sanglot rauque. J'ai lentement levé la tête et lui ai offert un petit sourire glaçant. « Je n'ai pas besoin de te regarder, Chloé, ai-je dit doucement. Je te possède déjà. » Avant qu'elle ne puisse se jeter à nouveau sur moi, un son a percé la tension épaisse et lourde dans la salle à manger. Cela a commencé comme un gémissement faible au loin, mais c'est devenu plus fort et plus urgent à chaque seconde qui passait, le cri aigu et rythmé des sirènes de police. Les lumières clignotantes rouges et bleues ont soudainement balayé les grandes fenêtres avant du manoir, jetant de longues ombres chaotiques contre les murs de la salle à manger. Les sirènes ont hurlé directement dans l'allée, résonnant bruyamment contre l'extérieur en briques de la maison. La lourde porte d'entrée en chêne a tremblé sous 3 coups forts et autoritaires. Le son a résonné dans le grand couloir, tranchant à travers l'hystérie restante dans la salle à manger. Chloé s'est figée, la bouche toujours ouverte.
Bradley s'est précipité sur ses pieds, essuyant son visage taché de larmes avec le dos de sa manche, essayant désespérément de retrouver une once de dignité. Ma mère, Brenda, a agrippé le bord de la table, fixant le couloir avec des yeux grands et terrifiés. Je ne me suis pas précipité. J'ai lissé le devant de mon blazer, j'ai enjambé avec précaution la dinde renversée et le cristal brisé sur le sol, et j'ai marché dans le couloir jusqu'au foyer. J'ai tendu la main et j'ai ouvert la lourde porte. Debout sur mon perron se trouvaient 2 agents en uniforme du département de police d'Atlanta, flanqués du chef de la sécurité de notre association de propriétaires exclusive. Les lumières rouges et bleues de leur cruiser baignaient ma pelouse avant manucurée dans une lueur dure et impitoyable. « Bonsoir, officier », ai-je dit, ma voix calme et polie. « Merci d'être arrivé si vite. »« Bonsoir, madame », a répondu l'officier le plus grand, entrant juste à l'intérieur du seuil. La répartition a reçu un appel de cette adresse concernant un trouble et un rapport d'intrus hostile refusant de quitter les lieux. « Êtes-vous la propriétaire ?»« Oui, je le suis », ai-je répondu, en m'écartant et en faisant un geste dans le couloir vers la salle à manger. « Et les intrus sont juste là-dedans. Ils ont déjà commencé à détruire ma propriété. » Les officiers ont échangé un coup d'œil professionnel rapide avant de reposer leurs mains sur leur ceinture de service et de marcher devant moi dans le couloir. Le chef de la sécurité de l'association a suivi de près derrière eux, tenant un presse-papier. Quand les officiers sont entrés dans la salle à manger, la scène parlait entièrement d'elle-même. La pièce ressemblait aux conséquences d'une bagarre de bar plutôt qu'à un dîner de la fête de l'Action de grâce. La dinde rôtie coûteuse gisait dans une mare de sauce sur le tapis persan coûteux. Des taches de vin éclaboussaient les plaintes. Oncle George était toujours debout maladroitement, tenant sa chaise renversée. Et debout juste au milieu des décombres se trouvaient Chloé et Bradley, ressemblant à des criminels pris en flagrant délit. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé l'officier en chef, sa voix tonnant avec autorité. Bradley a vu les uniformes de police et ses instincts de survie se sont activés. Toute sa vie, il avait compté sur son apparence et son vocabulaire d'entreprise pour se sortir des ennuis. Il a immédiatement redressé sa posture, gonflé le torse et a marché vers les officiers, pointant un doigt directement vers moi. « Officier, Dieu merci, vous êtes là », a dit Bradley en utilisant sa voix la plus grave et la plus autoritaire. « Vous devez arrêter cette femme immédiatement. Elle a perdu l'esprit. Elle est une locataire mécontente, et elle nous menace. Je suis le co-signataire de cette propriété et ma femme et moi essayons juste de lui remettre un avis d'expulsion légale de 30 jours quand elle est devenue violemment dérangée et a commencé à détruire la salle à manger. » Il a ajusté sa veste de costume, offrant aux policiers un sourire crispé et familier, comme s'ils faisaient tous partie du même club exclusif. « Elle fait une dépression nerveuse », a-t-il ajouté en tapotant le côté de sa tête. « Nous avons besoin qu'elle soit évacuée de la propriété afin que nous puissions sécuriser l'actif. » Chloé a immédiatement bondi derrière lui, acquiesçant frénétiquement. « Oui, elle nous a attaqués », a menti Chloé, la voix tremblante, accompagnée de larmes parfaitement simulées. Elle a jeté la nourriture par terre et nous a dit qu'elle allait nous tuer. S'il vous plaît, sortez-la de notre maison. L'officier principal a écouté leur histoire effrénée sans changer d'expression. Il a regardé le désordre au sol, puis a tourné son regard vers moi. « Madame, a-t-il dit respectueusement, avez-vous une preuve de propriété pour cette résidence ? » Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Le chef de la sécurité du HOA s'est avancé et a levé son presse-papier. « Officier, je peux vérifier la propriété dès maintenant, » a déclaré le chef. Mademoiselle Maya est l'unique propriétaire enregistrée de cette propriété. Elle est le seul nom sur l'acte de propriété et le seul résident autorisé inscrit au registre de la communauté fermée. Il a pointé son stylo vers ces 2 individus. Bradley et Chloé n'ont obtenu un accès temporaire en tant qu'invités au portail d'entrée qu'il y a 3 heures. La bouche de Bradley s'est refermée brusquement. La fausse assurance qu'il avait désespérément essayé de projeter s'est évaporée instantanément. Je me suis avancé, croisant les bras sur ma poitrine. « Je vous ai appelé il y a 30 minutes, officier », ai-je expliqué. Cet homme est entré dans ma salle à manger, a présenté des documents frauduleux et a menacé de m'expulser de force de ma propre maison. Lorsque je l'ai confronté au sujet de ses crimes financiers, sa femme a fait un caprice et a détruit ma table à manger. Je veux qu'il soit retiré de ma propriété immédiatement, et je veux qu'il soit officiellement poursuivi pour intrusion. S'il remet un jour les pieds dans ce quartier, je veux qu'il soit arrêté.
Le deuxième officier a hoché la tête en sortant un petit carnet. Compris, madame. L'officier principal s'est tourné vers Bradley et Chloé, pointant son pouce vers la porte d'entrée. Vous avez entendu la propriétaire, a-t-il dit, son ton ne laissant absolument aucune place à la négociation. Le dîner est terminé. Vous devez sortir tout de suite. Chloé a regardé les officiers comme s'ils parlaient une langue étrangère. Mais nous sommes de la famille, a-t-elle lâché. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. Nous n'avons même pas encore mangé. Vous êtes une intruse, madame, a répondu l'officier en faisant un pas ferme vers elle. Et vous vous tenez sur un tas de verres brisés. Attrapez votre manteau et sortez par la porte d'entrée avant que je ne vous passe les menottes pour dégradation de biens. Bradley n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. La réalité absolue de sa situation avait finalement écrasé la dernière once de résistance en lui. Il a baissé les yeux vers le sol, les épaules voûtées dans une défaite totale. Il a lentement marché vers le porte-manteau dans le coin, a attrapé sa veste et a commencé à se diriger vers le couloir comme un homme marchant vers sa propre exécution. Mais Chloé refusait de l'accepter. Elle avait passé toute sa vie à être le centre de l'attention, l'enfant doré intouchable qui n'avait jamais eu à faire face à une seule conséquence pour ses actes. L'idée d'être escortée hors d'un manoir par la police alors que sa sœur à la peau plus foncée regardait en triomphant était une réalité que son cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter. « Je ne pars pas », a crié Chloé, plantant ses pieds fermement sur le parquet. « Tu ne peux pas me faire ça, Maya. Je suis ta sœur. »« Maman, dis-leur. Dis-leur d'arrêter. » Elle s'est tournée vers Brenda, implorant la protection maternelle qui l'avait protégée de la réalité pendant 35 ans. Mais Brenda était complètement paralysée. Ma mère restait figée sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage, fixant le sol. Elle avait été témoin de mon pouvoir financier absolu. Elle avait vu le testament falsifié. Elle savait que si elle ouvrait la bouche pour défendre Chloé, je la mettrais à la porte juste après eux. Pour la première fois de sa vie, Brenda a choisi l'autopréservation plutôt que son enfant doré. Elle n'a pas dit un seul mot. « Maman » a gémi Chloé, sa voix se brisant sous l'incrédulité pure. « Laissez-nous faire, madame » a dit l'officier en s'avançant à côté d'elle et en la saisissant fermement par le coude. « Enlevez vos mains de moi » a-t-elle hurlé en se débattant violemment. Son sac à main de créateur a glissé de son épaule, renversant du maquillage coûteux et des cartes de crédit partout sur le sol du couloir. L'officier n'a pas lâché prise. Il a serré sa main plus fort autour de son bras et l'a physiquement fait sortir de la salle à manger. Chloé l'a combattu à chaque pas, traînant ses talons coûteux contre le bois poli, laissant des marques noires derrière elle. Ses cris résonnaient dans les hauts plafonds du manoir, une symphonie chaotique d'humiliation absolue. Je les ai suivis, marchant lentement jusqu'au porche avant pour regarder l'acte final de la pièce. La scène à l'extérieur était un chef-d'œuvre de destruction sociale. Mon quartier à Buckhead est incroyablement calme et incroyablement exclusif. Le bruit des sirènes de police et les cris hystériques de Chloé avaient attiré l'attention de chaque voisin de la rue. Des avocats de haut rang, des chirurgiens et des promoteurs immobiliers se tenaient sur leur pelouse parfaitement entretenue, tenant des verres de vin, regardant le spectacle se dérouler. Bradley était déjà debout près de sa Mercedes en leasing. Sa tête pendait si bas que son menton touchait pratiquement sa poitrine. Il essayait de cacher son visage de la foule qui regardait, sachant pertinemment que sa réputation était entièrement anéantie. L'officier a traîné Chloé hors de la porte d'entrée et l'a poussée doucement mais fermement vers l'allée. « Arrêtez de me regarder » a crié Chloé au voisin, son mascara coulant sur son visage en ligne sombre et irrégulière. « Arrêtez de nous regarder » Elle a trébuché vers la voiture, son manteau coûteux pendant sur une épaule, l'air complètement démente. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, debout calmement sur mon porche avant, éclairé par la lumière chaude du hall. « Tu vas payer pour ça, Maya » a hurlé Chloé, sa voix résonnant dans toute la rue. « Tu m'entends ? Tu n'es rien. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tout le quartier chic regardait l'enfant doré de la haute société supposé se défaire complètement comme un pull bon marché. Ils l'ont vue pour ce qu'elle était réellement, une fraude bruyante et prétentieuse jetée dans le froid. Bradley a attrapé son bras et l'a pratiquement poussé dans le siège passager de la voiture, désespéré d'échapper à l'humiliation aveuglante. Il a couru du côté conducteur, a sauté dedans et a démarré le moteur. La Mercedes en leasing a filé dans l'allée, les pneus crissant sur le trottoir, et a disparu dans la rue, suivi de près par le véhicule de sécurité du HOA.
Je suis resté sur le porche un instant, laissant l'air frais de novembre caresser mon visage. Les lumières clignotantes de la police se sont estompées, laissant la rue baignée dans la lueur calme et paisible des lampadaires. Le voisinage est lentement rentré à l'intérieur. Le spectacle était terminé. Je me suis retourné et je suis rentré dans ma belle maison silencieuse. J'ai fermé la lourde porte en chêne et verrouillé le pêne dormant. J'ai descendu le couloir et suis retourné dans la salle à manger où le reste de ma famille était toujours assis dans un silence absolu et terrifié. Je suis retourné en tête de table et je me suis tenu exactement là où tout ce cauchemar avait commencé une heure plus tôt. Tante Valérie, tante Shirley, oncle George et ma mère Brenda étaient tous figés sur leur siège. Personne n'avait touché à sa nourriture. Le seul bruit dans la pièce était le léger goutte à goutte du vin rouge renversé s'imprégnant dans le tapis persan. J'ai regardé ma montre. Il était un peu plus de 19 heures. Le dîner est officiellement terminé, ai-je annoncé, ma voix parfaitement calme et dénuée de toute colère persistante. Vous savez tous où est le vestiaire. Je m'attends à ce que vous soyez hors de ma maison dans les 3 prochaines minutes. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ils attendaient une chute ou un adoucissement soudain de mon expression, mais il n'y a eu aucun adoucissement. Oncle George a été le premier à briser la paralysie. Il a poussé un soupir lourd, s'est levé lentement et m'a fait un signe de tête. Il n'a pas dit un mot à ma mère ou aux tantes. Il a juste marché tranquillement dans le couloir, a attrapé son manteau et est sorti par la porte d'entrée. Tante Shirley et tante Valérie ont rapidement suivi. Les 2 femmes qui avaient passé toute ma vie à juger mes vêtements, mes cheveux et mes ambitions se sont précipitées hors de leur chaise comme des souris effrayées. Elles n'ont pas établi de contact visuel avec moi. Elles ont gardé la tête basse, se dépêchant de me dépasser comme si elles avaient peur que je leur remette une facture pour l'air qu'elles respiraient. J'ai écouté le clic rapide de leurs talons s'éloignant dans le hall et le doux clic de la porte d'entrée se refermant derrière elles. Il ne restait que Brenda. Ma mère était assise seule à la massive table en acajou, entourée par les débris du caprice de son enfant doré. Elle avait l'air incroyablement petite. La matriarche arrogante, qui avait dicté la hiérarchie émotionnelle de notre famille pendant 3 décennies, avait complètement disparu. Elle s'est levée lentement, agrippant le dossier de sa chaise pour se soutenir. Elle a ramassé son sac à main de créateur, celui que Chloé avait acheté pour elle en utilisant les cartes de crédit frauduleuses de Bradley, et a marché lentement vers le couloir. Je l'ai suivie à une distance constante. Elle s'est arrêtée juste avant la porte d'entrée et s'est retournée pour me faire face. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle a regardé autour du grand hall d'entrée, admirant le lustre personnalisé, l'escalier majestueux et les œuvres d'art immaculées sur les murs. Elle voyait enfin l'empire que sa fille rejetée avait construit, mais elle le voyait sur le chemin de la sortie. « Maya » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Tu n'avais pas à faire ça comme ça. Tu aurais pu nous prendre à part en privé. Tu as humilié ta sœur devant le monde entier. Tu as détruit son mariage. » « Je n'ai rien détruit, Brenda, » ai-je répondu, gardant ma posture rigide. Bradley a détruit sa propre entreprise en étant incompétent. Chloé a détruit sa propre dignité en faisant une crise comme une enfant gâtée. Et tu as détruit notre relation en choisissant un mensonge confortable plutôt qu'une vérité difficile. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour tenter une dernière manipulation désespérée, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne le fais pas, l'ai-je prévenu. Il n'y a plus rien à dire. Tu as fait tes choix il y a longtemps. Maintenant, je fais les miens. Bonne route pour le retour. J'ai tendu la main vers elle, et saisi la lourde poignée en laiton de la porte d'entrée et l'ai ouverte. Le vent froid de novembre s'est engouffré dans le hall chaud. Brenda m'a regardé pendant un long moment, angoissant, cherchant sur mon visage le moindre signe de la petite fille désespérée qui mendiait autrefois son approbation. Mais cette petite fille était morte. Brenda a finalement baissé la tête et est sortie sur le porche avant. Elle a fait 2 pas, s'est retournée et a ouvert la bouche pour parler à nouveau. Je n'ai pas attendu pour l'entendre. J'ai poussé la lourde porte en chêne et l'ai laissée se fermer avec un claquement fort et définitif. J'ai tourné le pêne dormant. J'ai mis la chaîne de sécurité en place. Je suis resté dans le hall et j'ai pris une profonde inspiration. Le silence dans la maison n'était plus lourd ou terrifiant. Il était absolument magnifique. C'était le son d'une paix pure et non altérée. Je suis retourné dans la salle à manger, enlevant mon blazer ajusté et le drapant sur une chaise propre. J'ai remonté les manches de mon chemisier en soie.
Je suis entré dans la cuisine, et attrapé un sac poubelle robuste, un balai et un rouleau d'essuie-tout. Je n'ai pas appelé de service de nettoyage. Je voulais le faire moi-même. J'ai commencé par le cristal brisé. J'ai balayé les verres à vin brisés, en les jetant dans le sac poubelle. J'ai ramassé la dinde gâchée et le plat en argent fracassé. J'ai essuyé la sauce renversée et les taches de vin rouge foncé. À chaque déchet que je jetais, je sentais un poids énorme quitter mes épaules. Je ne nettoyais pas seulement un dîner de Thanksgiving gâché. Je nettoyais systématiquement 32 années d'abus émotionnels toxiques de ma vie. Au moment où j'ai fini de charger le lave-vaisselle et d'essuyer la table en acajou, la maison sentait le nettoyant au citron et l'air frais. Je me suis versé un verre de cabernet, je me suis assise sur mon canapé en cuir et j'ai profité du calme absolu de mon propre empire. Quand le lundi matin est arrivé, j'ai fait exactement ce que j'avais promis de faire. Je suis entré dans la salle de conseil de Vanguard Elite Holdings, je me suis assise avec mon conseiller juridique en chef et je lui ai donné l'ordre d'exécuter les clauses de dette commerciale sur la boutique de Bradley. Nous n'avons pas proposé d'extension. Nous n'avons pas accepté de plan de paiement. Nous avons déposé les documents auprès de la Cour du comté de Fulton pour exiger la liquidation immédiate de tous les actifs liés. Les conséquences ont été spectaculaires et incroyablement rapides. En 6 mois, l'empire financier entièrement creux de Bradley s'est complètement effondré. Sans l'illusion de ma maison pour soutenir son crédit, et avec Vanguard exigeant agressivement ses dettes, ses partenaires l'ont abandonné. La boutique a déposé le bilan selon le chapitre 7. La banque a saisi ses locaux commerciaux. La Mercedes-Benz en leasing qu'il aimait tant a été reprise directement dans son allée de banlieue au milieu de l'après-midi. 2 semaines plus tard, la banque a saisi leur maison parce que Bradley utilisait des prêts commerciaux pour payer leur hypothèque résidentielle. La réalité d'être marié à une fraude fauchée et disgraciée était tout simplement trop difficile à supporter pour l'enfant doré. Chloé ne pouvait aimer que quelqu'un qui élevait son statut. Dès que Bradley a perdu son argent et son adhésion au country club, elle a demandé le divorce. Elle l'a entièrement blâmé pour la ruine de leur vie, ne prenant absolument aucune responsabilité pour sa propre cupidité et son sentiment de droit. Mais un décret de divorce ne génère pas magiquement un revenu. Chloé avait un diplôme en communication inutile et absolument aucune expérience professionnelle réelle. Elle n'avait aucune économie parce qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à traiter les cartes de crédit comme de l'argent gratuit. N'ayant nulle part où aller et son crédit étant entièrement détruit, elle a été forcée de ranger ses vêtements de créateur restants et de déménager dans un appartement étroit de 2 chambres. Et elle n'a pas déménagé seule. Elle a emménagé avec Brenda. Ma mère a dû réduire son propre train de vie pour pouvoir payer le loyer de l'appartement délabré dans un quartier peu recommandable. Et la justice poétique de leur situation de vie était presque trop parfaite pour être inventée. Toute sa vie, Brenda avait adoré Chloé parce que Chloé était la fille glamour et réussie. Mais sans la maison de luxe, le mari riche et les vacances coûteuses, Chloé n'était qu'une femme en colère et amère dans la trentaine, sans emploi et sans perspective. L'amour conditionnel que Brenda avait toujours offert à son enfant doré s'est instantanément évaporé. Selon les brèves mises à jour que j'ai reçues de l'oncle George avant de bloquer son numéro, elles sont toutes deux absolument misérables. Elles sont piégées ensemble dans un minuscule appartement, se déchirant constamment l'une l'autre. Brenda harcèle Chloé sans cesse pour qu'elle trouve un travail et qu'elle remette sa vie sur les rails, tandis que Chloé crie sur Brenda pour ne pas lui avoir fourni un meilleur filet de sécurité. Elles passent leur journée piégées dans une chambre d'écho toxique de leur propre création, blâmant le monde entier et l'autre pour leur chute spectaculaire. Quant à moi, j'ai instauré une politique stricte de non-contact absolu. J'ai changé mon numéro de téléphone portable personnel. J'ai ordonné à mon assistant exécutif de supprimer instantanément tout email provenant des membres de ma famille. J'ai amélioré les protocoles de sécurité avec mon association de propriétaires, mettant Brenda, Chloé et les tantes sur une liste noire permanente. Si elles tentaient même de se rendre au portail de la communauté, les gardes avaient pour instruction de les refouler immédiatement. Tante Valérie a essayé de m'envoyer une carte de Noël quelques mois plus tard. Elle a écrit une longue note décousue sur la façon dont la famille doit rester unie pendant les périodes difficiles, laissant fortement entendre qu'elle avait besoin d'un prêt pour un nouveau toit. Je n'ai même pas ouvert complètement la carte. Je l'ai jetée directement dans la déchiqueteuse de mon bureau et j'ai écouté le bourdonnement satisfaisant des lames transformant sa manipulation en confetti. J'ai complètement sectionné le membre infecté pour sauver le reste de mon corps. Et la guérison qui a suivi a été rien de moins que miraculeuse.
Les premières semaines de silence absolu ont été étranges. Quand vous avez passé toute votre vie à vous préparer à la prochaine insulte, à la prochaine demande ou à la prochaine manipulation subtile, l'absence soudaine de chaos semble en fait déstabilisante. Je me réveillais un dimanche matin, je me préparais une tasse de café et je m'asseyais sur ma terrasse arrière en écoutant simplement les oiseaux. Personne ne m'envoyait de SMS pour demander de l'argent. Personne ne m'appelait pour se plaindre de l'injustice du monde. Personne ne m'invitait à une réunion de famille juste pour pouvoir m'utiliser comme chute de leurs blagues. Le silence était assourdissant au début, mais ensuite il est devenu une symphonie. Je veux parler directement à toute personne regardant ceci qui pourrait être assise dans la même position que celle dans laquelle j'étais. Je vous regarde droit dans les yeux. Je sais exactement à quel point il est lourd de porter le poids d'une famille qui refuse de vous porter. La société nous conditionne, en particulier les femmes, à être les aidantes ultimes. On nous dit dès le plus jeune âge que notre valeur est intrinsèquement liée à notre capacité à pardonner, à nourrir et à maintenir la paix. On nous dit de tendre l'autre joue quand un proche nous manque de respect parce que c'est la famille. On nous dit que fixer des limites est égoïste. Et si vous êtes une femme noire, les attentes sont encore plus lourdes. On attend de vous que vous soyez la forte, la mule de la famille, celle qui encaisse les abus, absorbe le traumatisme et, miraculeusement, le transforme en une base sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. Je suis ici pour vous dire maintenant que vous devez laisser tomber ce poids. Vous ne devez pas votre tranquillité d'esprit à des personnes déterminées à méconnaître votre valeur. Pendant 32 ans, ma mère et mes tantes ont essayé de me convaincre que j'étais intrinsèquement moins précieuse parce que je ne correspondais pas à leur définition étroite et coloriste de la perfection. Elles ont loué ma sœur pour avoir la peau claire, pour être délicate et pour avoir épousé un homme qui cochait toutes leurs cases superficielles. Elles lui ont appris que sa proximité avec le privilège remplaçait le caractère réel. Et ce faisant, elles ne m'ont pas seulement maltraité, elles l'ont complètement ruiné. Elles ont construit un enfant doré en verre fragile. Et au moment où le monde réel a exercé un peu de pression, elle s'est complètement brisée. Mais le rejet constant auquel j'ai fait face a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Cela m'a rendu par balle parce que je savais que personne ne viendrait me sauver. J'ai dû apprendre à me sauver moi-même. Et c'est le cœur absolu du message que je veux vous laisser aujourd'hui. L'indépendance financière est l'arme ultime d'une femme. L'argent ne consiste pas seulement à acheter une maison massive dans un beau quartier ou à porter des costumes de créateurs sur mesure. La richesse est une question d'autonomie. L'éducation financière est la forme la plus agressive de soins personnels que vous puissiez pratiquer. Lorsque vous contrôlez votre propre revenu, lorsque vous comprenez comment fonctionne le crédit, comment les investissements se développent et comment protéger vos actifs légalement, vous construisez une forteresse autour de votre propre paix. Lorsque vous avez votre propre argent, vous n'avez jamais à tolérer un environnement toxique simplement parce que vous avez besoin d'un toit au-dessus de votre tête. Vous n'avez jamais à rester silencieuse à une table de dîner pendant que quelqu'un vous manque de respect parce que vous avez peur d'être coupé. Vous n'avez jamais à supplier un beau-frère fraudeur de signer un bail pour vous. L'indépendance financière vous donne le pouvoir de vous lever, de pousser votre chaise et de sortir par la porte sans regarder en arrière. Elle vous donne le pouvoir de dire non et que ce seul mot soit une phrase complète. Ma famille pensait pouvoir m'intimider parce qu'ils supposaient que j'étais financièrement vulnérable. Ils ont essayé d'utiliser la menace de l'itinérance pour me forcer à reprendre mon rôle désigné de bouc émissaire. Mais parce que j'avais passé la vingtaine à bâtir tranquillement un empire pendant qu'ils étaient occupés à contracter des prêts pour acheter des voitures de luxe, j'avais tous les atouts en main. Je n'ai pas eu à crier. Je n'ai pas eu à jeter des objets. J'ai simplement eu à révéler la réalité du plateau que j'avais mis en place, et tout leur jeu s'est effondré. Vous n'avez pas besoin d'être la PDG d'un fonds de capital investissement pour avoir ce genre de pouvoir. Vous avez juste besoin d'être autonome. Ouvrez ce compte d'épargne séparé. Suivez ce cours sur l'éducation financière. Remboursez vos dettes à taux d'intérêt élevés au lieu d'acheter des choses pour impressionner des gens qui ne vous aiment même pas. Construisez votre propre filet de sécurité si épais et si solide que personne ne pourra jamais vous enlever le tapis sous les pieds. La partie la plus difficile de tout ce voyage a été de désapprendre la définition de la famille qui m'avait été imposée depuis la naissance. Nous sommes conditionnés à croire que le sang est un lien mystique et indestructible qui exige une loyauté infinie, peu importe la douleur qu'il cause. Mais c'est un mensonge conçu pour garder les victimes piégées dans la même pièce que leurs agresseurs. Le sang ne donne à personne un laissez-passer gratuit pour vous manquer de respect. Partager un nom de famille ne donne à personne le droit à votre argent,
votre temps ou votre santé mentale. La famille n'est pas les gens qui partagent votre sang. Ce sont les gens qui respectent vos limites. Éliminer les personnes toxiques de votre vie est la meilleure façon de guérir. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Ma table de salle à manger n'est plus un champ de bataille. Quand j'organise des dîners maintenant, les chaises sont remplies de personnes qui célèbrent sincèrement mes victoires. Je suis entouré de mentors qui me mettent au défi, d'amis qui m'élèvent et d'un partenaire qui respecte mon indépendance plutôt que de se sentir menacé par elle. Nous rions bruyamment, nous partageons des idées, et personne ne se fait jamais dire qu'il n'a pas sa place. J'ai construit une famille choisie à partir de zéro, et l'amour que nous partageons est totalement inconditionnel parce qu'il est basé sur le respect mutuel, et non sur l'obligation. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de regarder les personnes qui vous connaissent depuis toujours, de réaliser qu'elles ne vous aiment pas vraiment et de les inviter à partir. C'est terrifiant. Cela vous brisera le cœur pendant un petit moment. Vous ferez le deuil des parents et des frères et sœurs que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eus. Mais une fois ce deuil passé, cela laisse place à une sorte de joie que vous ne soupçonniez même pas possible. Donc, si vous regardez ceci et que vous redoutez le prochain dîner de fête, si vous êtes épuisé de constamment vous réduire pour que vos proches puissent se sentir grands, si vous êtes fatigué d'être le bouc émissaire, la banque ou la chute d'une blague. Je veux que vous sachiez que vous avez la permission de vous en aller. Vous avez le droit de protéger votre énergie. Vous avez le droit d'être la méchante dans leur histoire si cela signifie que vous pouvez enfin être l'héroïne de la vôtre. Avez-vous déjà dû éloigner des membres de votre famille de votre vie pour protéger votre paix? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour entendre d'autres histoires. Votre soutien aide à bâtir cette communauté de personnes fortes et indépendantes qui refusent de se contenter de moins que ce qu'elles méritent. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, votre valeur n'est pas négociable. Continuez à bâtir votre empire et ne laissez jamais personne vous dire d'aller manger à l'étage.